Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Lerondeau. Je suis le directeur de la communication et des communautés. Et je m'occupe également de la veille et de la programmation de ce beau lieu. Donc pour Léonard, dont je vais vous dire un mot très très bref. Après vous avoir demandé peut-être combien d'entre vous sont déjà venus et connaissent du coup cet endroit. Vous êtes minoritaire, donc il va falloir que vous supportiez une fois de plus une présentation, mais très ramassée, je vous rassure, de ce lieu. Léonard Paris, c'est le laboratoire ouvert du futur des villes et des infrastructures qui a été créé il y a tout juste 3 mois par Vinci et qui accueille alors à la fois des résidents permanents qui sont les organisations qui au sein de Vinci eh bien, observent et anticipent sur les activités du groupe eh bien, à plusieurs années. Donc c'est le futur ou les à côté finalement de ces activités. Et ces résidents, ce sont la Fabrique de la Cité, qui est un think tank qui lui existe depuis une dizaine d'années et qui est tourné vers les transitions urbaines et qui va examiner finalement les questions plutôt d'urbanisme, de société ou de politique, donc à l'échelle des villes et des centres urbains. C'est également la Fondation Vinci pour la Cité, qui est une fondation d'entreprise et qui, elle, eh bien, accompagne des projets d'insertion. C'est les chercheurs de la chaire Vinci ParisTech d'éco-conception, qui sont eh bien, des thésards et des postdocs, qui travaillent sur l'éco-design et la construction finalement de la ville bas carbone, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et puis enfin, c'est Léonard, qui est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Léonard donc, organise à la fois le coworking d'équipes d'innovateurs du groupe ou de start-up qui viennent travailler ici sur des projets justement innovants en lien avec les activités de Vinci. Il peut s'agir bien évidemment de construction, de mobilité, d'énergie. Et tous ces sujets-là, eh bien, on vous invite régulièrement à venir en débattre et à venir en discuter dans ce lieu. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pris part eh bien, au festival que nous avons lancé à l'ouverture de Léonard Paris, qu'on appelait Building Beyond, pendant lequel on a reçu près de 1500 personnes autour de 25 événements, une centaine de speakers, pour parler justement des différents aspects prospectifs, disons, de ces métiers, de ces villes, de ces infrastructures. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site web de Léonard. Alors aujourd'hui, je suis content de vous accueillir pour parler d'un sujet qu'on n'avait pas réussi à traiter dans le temps de notre festival, qui est celui finalement de la relocalisation ou de la localisation, la relocalisation des activités productives en ville. On l'a titré en se demandant si des Fab Labs aux micro-industries, il y avait une place finalement pour la production en ville. Donc on va en parler avec nos intervenants. On s'est intéressé dans ce premier, je dirais, volet, en particulier à la dimension, je dirais, de fabrication à proprement parler, voire manufacturière en ville. Mais il y a bien d'autres aspects donc, de la Fab City qu'on pourra évoquer tout au long de cette rencontre, sans toutefois, si possible, trop déflorer le sujet de la prochaine rencontre qu'on organise sur ce thème, qui aura lieu donc, le 12 novembre et qui va porter plus spécifiquement sur la thématique de l'agriculture urbaine et donc de la ville nourricière. On est ensemble jusqu'à approximativement 20 heures. Un peu avant, on pourra partager un verre à la suite et donc échanger entre nous. C'est très important et c'est peut-être un de mes regrets du festival que nous avions organisé, c'est de ne pas avoir fait connaissance avec assez d'entre vous. Et je pense que c'est vraiment un des aspects importants de ce lieu. On va commencer avec 2 présentations. Qui sont celles de Minh Nguyen, d'une part, de Fab City, qui je vais donner la parole dans une minute, et d'Annabelle Richard, et on étendra ensuite notre panel. Donc, l'idée, c'est que les activités productives étaient reléguées plutôt en périphérie, voire, des villes, voire, et le plus souvent, au-dehors et au-delà de nos frontières quand il s'agit d'activités de production manufacturière. Et on commence à imaginer qu'elles pourraient avoir un avenir en ville, dans les périphéries, soit, mais aussi dans les centres urbains. Donc avec les Fab Labs, les ateliers partagés, les makerspaces, dont j'ai appris en préparant cette rencontre que la France était un des champions, avec plus de 315 espaces référencés donc en 2018.
Demain, les micro-usines et l'industrie 4.0. Donc l'idée, c'est que le numérique et l'économie collaborative eh bien, brouillent un peu les frontières entre producteurs et consommateurs, entre production et consommation, et que finalement, les nouvelles activités de fabrication viennent s'installer souvent à petite échelle pour l'instant, au plus près, disons, de leur marché. De lieux de résidence, donc des actifs notamment, et voilà, qui dit, on verra, on peut avoir différentes motivations, différentes raisons de s'intéresser aussi, de consommer différemment alors qu'on produit différemment. Donc en toile de fond, il y a bien évidemment l'enjeu carbone qui a fait inscrire donc, des objectifs de relocalisation des activités productives donc, dans le plan climat de la ville de Paris. Mine nous le rappellera tout à l'heure. Donc, pour imaginer, et pour en parler, donc, et pour imaginer quel chemin justement une ville comme Paris pourrait, et bien évidemment d'autres centres pourraient emprunter pour relocaliser une part de ce qu'elle consomme et produit. Donc on a réuni 4 intervenants qui vont nous aider à entrevoir donc, le potentiel. Alors je vais commencer par donner la parole, donc, avant qu'on entame le dialogue, à Minh Man Nguyen, qui est président de Fab City Grand Paris. Je te donne la précieuse zapette. Et qui va nous présenter donc, les fondamentaux et une vision finalement holistique de la ville productive. Minh, tu es ingénieur, architecte. Vous avez fondé l'agence WAO et WAMA, qui est une fabrique de quartier, qui est dans le 19e arrondissement, donc également pas seulement théoricien, mais aussi praticien de cette ville productive. Vous êtes président de Fab City Grand Paris, qui est le réseau local des acteurs engagés justement dans le développement de l'économie circulaire et collaborative. Et vous avez monté avec le soutien de la ville de Paris Fab 14, qui était le rassemblement mondial finalement de ces villes productives. Donc on vous écoute pour ces 10 minutes de présentation avant de passer la parole à la suite de nos intervenants. D'abord, merci Mathieu pour cette invitation à intervenir au sein de Léonard. Merci à Claire aussi pour avoir coordonné cette intervention. Donc voilà. Alors, je vais parler donc d'un mouvement qui s'appelle la Fab City, qui est aujourd'hui en train de effectivement émerger. Je dis pourquoi émerger, tout simplement parce que c'est un modèle qui est en train de se répandre internationalement. Donc effectivement, personnellement, donc on est dans un contexte aujourd'hui sur une question de système linéaire au niveau des déchets. Donc ça, c'est le contexte actuel. C'est un contexte où aujourd'hui on consomme les choses et on les jette. Donc c'est une problématique qui est contemporaine. Et aussi, on est dans un contexte aussi assez, donc ça c'était la question un peu, comment dire, pas négative, mais c'est le constat un peu négatif. Le constat positif, c'est qu'en fait, avec l'émergence des technologies et la démocratisation de ces technologies, les gens sont de plus en plus capables en fait de s'approprier des choses qui hier n'étaient pas possibles. Alors, notamment, c'est pour ça que je vais commencer la présentation par parler des Fab Labs. Première question, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un Fab Lab ici? D'accord. Donc, bon, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est qu'un Fab Lab, c'est un espace où au départ, on va trouver en fait un ensemble en fait, d'équipements. Ces équipements-là, donc là, c'est un Fab Lab, c'est le Fab Lab qui est en Islande. Et là-dedans, on voit effectivement, je ne sais pas si j'ai un pointeur, non, j'ai pas de pointeur. On voit en fait qu'il y a plusieurs appareils qui avant étaient des appareils industriels qui n'étaient pas forcément accessibles ou faciles d'accessibilité ou qui étaient assez dispendieux, donc du coup qui étaient difficiles d'accès. Donc de la découpe laser à la fraiseuse numérique ou encore à tout ce qui est électronique, etc. Mais en fait, un Fab Lab, c'est un tiers-lieu, c'est un espace aussi où il y a des gens. Et en fait, le principe du Fab Lab, c'est le partage de connaissances. Donc en fait, un espace comme celui-ci, c'est un espace où les gens peuvent rentrer, peuvent venir en fait poser des questions, s'approprier en fait des technologies donc difficiles en fait, pas nécessairement faciles au départ à apprendre, mais en fait à s'apercevoir qu'en fait c'est pas non plus si difficile. Et donc ça crée une communauté qui sont les Fab Labs, quoi, qui autour d'un Fab Lab. Donc ce que disait Mathieu, effectivement, on est quand même des champions au niveau des makerspace, mais en fait, la différence entre un Fab Lab et un makerspace, c'est qu'un Fab Lab appartient à un réseau.
Et celui-ci a été défini, en tout cas est répertorié par la Fab Foundation et le site internet fablabs.io. En France, on dénombre 155, je crois, Fab Labs, et les États-Unis sont à 170 Fab Labs. On est en fait le second pays avec le plus de Fab Labs au monde. Et en fait, ce qui est intéressant, donc, du coup, c'est de voir que si on prend un ratio effectivement habitants et Fab Lab, on est finalement le numéro 1 au niveau mondial. Et ça, c'est vrai que c'est ancré dans notre culture un peu effectivement de collaboration, de tiers-lieux et de bricolage. Et donc ça, c'est un peu la courbe d'évolution du nombre de Fab Labs qu'il y a depuis en fait 2000, à peu près lorsque ça a commencé le mouvement, et on voit qu'à peu près en 2010, il y a un boom en fait au niveau des Fab Labs. C'est-à-dire qu'à partir de 2010, on est passé d'une centaine de Fab Labs au monde à aujourd'hui, on est 1380, 1400 Fab Labs dans le monde. Donc la question en fait, à un moment que Neil Gershenfeld, un peu on va dire le gourou en fait de ce mouvement, celui qui impulse et qui incarne le mouvement des Fab Labs, il posait la question comment on fait jamais aujourd'hui, si on suit cette courbe, on va être demain 1 million. Comment on fait pour organiser en fait le nombre de Fab Labs qui émergent et puis aussi en fait l'impact que ça a en ville, parce qu'au fond, si je reviens sur la carte de la France tout à l'heure, qu'on voyait, à Paris, on voit une concentration de Fab Labs. Et finalement, en fait, les Fab Labs deviennent presque un outil au niveau de la ville, au niveau de la production qui pourrait émerger en ville. Et donc là, on voit aussi, donc on voit aussi des cercles, donc des cercles bleus, mais aussi des cercles bleus pleins qui montrent en fait ce mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Fab Labs partagent énormément de connaissances, non pas que au sein de leur communauté, mais aussi entre les Fab Labs. Par exemple, demain, si moi je vais en Islande ou au Japon, je peux rentrer dans un Fab Lab, dire je suis Fab Lab de Paris, ou OMA, et en fait, je vais être accueilli, on va montrer, on va discuter sur qu'est-ce qu'ils font justement avec les mêmes machines, mais avec une approche culturelle différente. Mais ça se fait aussi au niveau digital, où on a des forums de discussion sur comment faire pour trouver des solutions sur différentes questions. Donc l'ambition, elle est là. Et aujourd'hui, donc le mouvement a été lancé en 2014 à Barcelone. Donc c'était la première ville. Et depuis 4 ans, en fait, on a vu donc 28 villes et États et régions s'inscrire dans cette démarche-là. Donc la Fab City, elle se fait en fait avec deux composantes. La première, c'est un réseau local d'acteurs. Et la seconde, c'est une institution publique. Donc avec nous, par exemple, sur Paris, c'était la mairie de Paris qui nous ont soutenus et qui sont inscrits dans cette démarche-là. Donc c'était en 2016 à Shenzhen. Donc ça, c'était en 2014 que le Barcelone avait présenté comme stratégie pour la Fab City. C'était développer une vingtaine de Fab Labs avec des thématiques différentes réparties dans la ville. Donc ça, c'était leur stratégie. Et en comparaison, nous, on nous a demandé si on était capable de faire la même chose dans Paris. Donc c'était le plan cité Paris des Makers. C'était Jean-Louis Missica en février 2016 qui disait est-ce que Paris est capable d'ouvrir 50 Fab Labs dans Paris? Et en fait, la réponse qu'on avait dit à Medpass à cette époque-là, c'était attendez, il y a déjà énormément de choses qui se passent sur Paris et qui ne sont pas forcément d'identifier Fab Lab. Donc, ils nous ont commandé une étude qu'on a faite en 2017, qui a été rédigée par des membres de Fab City en Paris. Et on a repéré, en fait, sur cette carte, en fait, qu'il n'y avait pas que des Fab Labs, effectivement, mais aussi des initiatives comme de l'agriculture urbaine ou des makerspace ou des hackerspace, ou tout simplement des think tanks sur la question de la gestion des déchets ou des ressourceries. Et en fait, on s'est plutôt basé sur ce on va dire terreau en fait d'initiatives productives pour en fait énoncer la vision de Fab City Grand Paris, qu'elle ne pouvait pas être 100% Fab Lab, qu'elle devait être en partie Fab Lab. Parmi les 30 membres et sympathisants, il y en a
5-6 qui sont Fab Labs. Et les autres, c'était en fait sur l'agriculture urbaine, sur la gestion des déchets, sur l'économie circulaire. Donc, Mathieu l'a mentionné, en fait, en juillet de l'année dernière, on a organisé le Fab City Summit à Paris, qui était un événement du Fab 14, la 14e conférence internationale des Fab Labs, qui regroupait donc plus de 1000 participants internationaux sur la question de la fabrication. Donc il y avait des gens qui venaient des Fab Labs, mais il n'y avait pas que. Et il y avait aussi une forte implication de la mairie. Donc là, c'était Anne Hidalgo qui faisait l'inauguration avec Carlos Moedas, commissaire européen. En fait, ensemble, ils portaient justement, ils faisaient l'inauguration du Fab City Summit. Donc c'est là où on vient aussi à l'enjeu de ce Fab City, du Fab City Grand Paris. De Fab City. L'enjeu, en fait, c'est comment on associe des citoyens makers, donc une situation plutôt bottom-up, des institutions publiques qui en fait réglementent et qui ont une vision plus justement macro, et des industries et des grands comptes. En fait, si on réfléchit bien, on peut associer chacun les uns avec les autres. On voit des initiatives qui sont souvent entre deux acteurs, mais réussir à associer les trois acteurs, c'est difficile. Par contre, réussir en fait à trouver un équilibre de leurs intérêts, c'est un peu ce qui, pour nous, permettrait en fait de faire une ville plus résiliente demain. Chacun dans son intérêt, par exemple un intérêt financier, mais aussi un intérêt environnemental ou un intérêt de bien-être. Et c'est en fait en portant tous ces intérêts-là qu'il sera possible pour nous, notre vision, de réussir à faire la ville autrement. Donc je vais rentrer dans une série d'exemples. Alors j'ai essayé de faire une présentation courte pour rester dans les 10 minutes, pour justement illustrer ces choses-là. La première, en fait, c'est un peu encore Barcelone, parce qu'ils ont pris de l'avance sur nous. Ils ont fait en fait une expérimentation au niveau d'un quartier qui s'appelle Poblenou. Ils ont isolé 9 blocs, en fait, et ça faisait 1 km² à la circulation, de telle façon à ce qu'il puisse y avoir des initiatives dans la ville. Ils ont appelé ça Barcelona Superbloc. Et ils ont commencé à faire des initiatives justement de réappropriation de l'espace public avec des citoyens. Donc là, c'était un peu justement comment impliquer le quartier sur un projet porté par l'AIAC. Et en fait, il y a aussi des initiatives aussi à Paris. Donc là, je voulais présenter celle du collectif 14, qui font partie de Fab City Grand Paris, qui, eux, au niveau de la place des fêtes, ont remporté Réinventons les places, un projet justement un peu similaire, où ils ont installé une sorte de mini Fab Lab avec aussi une vision justement de réemploi sur la question de comment refabriquer sa place avec les habitants du quartier. Un autre projet rapidement, c'est celui de FarmBot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet-là. C'est un projet open source sur un robot en fait, qui permet en fait de faire pousser ces plantes. Et qui permet en fait donc de produire des plantes en les monitorant tout en pouvant faire autre chose. C'est parti d'un étudiant qui était à l'école tout le temps, qui avait un jardin, qui n'arrivait pas à s'en occuper, qui a développé cet appareil-là et qui l'a mis en open source qui l'a mis en open source. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une grande communauté de plusieurs milliers d'utilisateurs qui le développent et qui l'améliorent. Et en fait, là, c'était Rory Aronson, celui qui a inventé et qui était au Fab City Summit, qui disait en fait, l'open source est la clé pour réussir en fait, donc global collaboration, local production, decentralization. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'open innovation et l'open source et l'open communauté, c'est en fait des clés qui permettent d'atteindre une échelle beaucoup plus rapide et beaucoup plus collaborative. Et c'est ce qui fait que là où c'est intéressant justement sur la Fab City, c'est cette vision collaborative. Et cet exemple-là représente bien cette vision qu'on souhaite porter. Je vais maintenant en parler un peu plus pareil, je reviens sur Paris. C'était un projet qui était à Bercy-Charenton, donc c'est un appel à manifestation d'intérêt. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce jargon-là d'architectes, urbanistes, promoteurs et constructeurs.
Ce sont des projets type Réinventer Paris, où en fait, on mêle en fait, à la fois des concepteurs, mais des exploitants et des investisseurs. Et finalement, ce genre de projets-là sont des projets qui permettent de reprendre la triptyque que je vous ai montré tout à l'heure sur des futurs justement usagers, donc citoyens makers, des grands comptes et investisseurs, et aussi des institutions publiques. Donc sur ce projet-là, sur Bercy-Charenton, c'était Quartus avec qui on a travaillé. Il y avait une vision donc de créer 50 000 m² en reprenant en fait une ancienne halle logistique. Et en fait, dedans, dans ces 50 000 m², il y avait une vision d'implanter 5 000 m² de ce qu'on appelle une usine du réemploi. C'était donc une vision à long terme, c'est dans 5-10 ans que ça allait émerger, si ça fonctionnait. Et cette usine du réemploi, c'était la vision de comment automatiser le traitement en fait, d'une partie des déchets de sites de déconstruction pour ensuite les réinjecter en tant que matière première ou en tant que produit fini. Il y avait un nombre d'acteurs aussi assez important pour pouvoir réfléchir là-dessus. Et ça, ça a été un concours d'idées qu'on a perdu, c'est dommage. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait émerger en fait une réflexion. C'est-à-dire que derrière, donc, tout le monde était très déçu et souvent dans les concours, quand c'est fini, on range ça dans un dossier. Là, pour le coup, ça a été différent parce que Quartus nous a dit mais c'est trop bête, il faut continuer. Donc ils ont un autre site. Bon, c'est pas Bercy-Charenton, hein, c'est pas Paris, c'est Saint-Denis. Où en fait ils ont acheté une usine de 18 000 m², et sur ces 18 000 m², ils nous ont dit bon ben on ne sait pas quoi faire de toute la totalité de ces espaces-là, donc ils nous ont proposé de prendre 1500 m² pour expérimenter le réemploi, le recyclage, la réutilisation. Et donc là en fait on vient de lancer, donc on a signé le bail il y a 2 semaines, il y a 1 semaine même. Ça c'est l'entrepôt, donc c'est pas non plus, voilà, c'est un peu rude, mais voilà, un projet qui s'appelle Restore, qui va être en fait dédié au stockage. Donc il y a 1500 m², il y a 1000 m² de stockage, il y aura 500 m² de bureaux et d'ateliers, un peu moins en fait, j'exagère un peu. Mais l'idée c'est par contre, là-dedans il y a déjà une communauté qui est inscrite, donc il y a de la communauté de WOMA, de FabCity, il y a aussi Reuse, Pimp Your Waste, SS Minimum. Et il y a aussi donc des promoteurs qui s'y engagent. Donc il y a Quartus, mais il y a aussi RV Habitat. Il y en a d'autres, mais je les ai oubliés. Et l'idée, en fait, c'est quand même de rentrer dans une sorte d'expérimentation sur qu'est-ce que va pouvoir être ce réemploi. Et la première problématique, c'est toujours le stockage. Donc là, on a du stockage. Donc maintenant qu'on a le stockage, qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà. Donc ça, c'est en ce moment, on a des bureaux. Et le dernier projet que je voulais discuter, et c'est une belle transition aussi, c'était aussi, on a travaillé avec Utopies, donc je laisserai Annabelle, Utopie. Et on a travaillé avec eux sur un projet qui s'appelle, sur une note de position, qui s'appelle FabCity Index, et ça re-questionne effectivement l'enjeu justement de la FabCity sur la vision d'échelle en fait de la production. Là, on voit en fait à droite un diagramme sur les différentes échelles, sur la question de l'impression 3D qui est au niveau individuel, des Fab Labs qui est au niveau d'un pied d'immeuble, la fabrication circulaire, et là on peut parler presque du projet Restore qui est sur la vision plus usine flexible, à l'industrie 4.0, etc., etc. Et en fait, c'est là où c'est intéressant d'avoir des partenaires comme Utopie qui ont une réflexion, eux, plutôt, qui vont pouvoir en fait récolter des données, et on fait justement cette note de position. Donc je ne vais pas spoiler non plus ce qu'ils ont fait. Hein, je ne raconte pas tout, je vais la laisser raconter. Mais ça nous permet en fait d'avoir aussi, effectivement des critères et une vision sur la ville fabricante et son impact. Voilà, merci. Merci Mine. Je transmets le relais. Avant de passer la parole à Richard, qui est le manager économie locale durable au sein d'Utopie,
Bonjour. Et un cabinet de conseil qui est pionnier des enjeux de développement durable, où vous accompagnez les stratégies de transition territoriale au sein donc, du pôle économie locale durable. Vous avez produit cette étude. Sous le haut patronage de Vincent Guimas, qui est présent également. Bienvenue. Qu'on va vous laisser vous présenter pour donner un peu corps à ce qu'on a vu et ce que nous a présenté Mine, à savoir un mouvement global qui s'incarne dans les villes, de notamment relocalisation de l'ensemble de production, qui s'appuie sur le mouvement open source, sur le réemploi, sur les moyens de production partagés. Ouais. Et la question qu'on a envie de vous poser, c'est celle de quel est le potentiel et qu'est-ce qu'on peut au fond accomplir grâce à ce mouvement. Très bien, merci. Donc Utopia, on est en quelques mois un cabinet de conseil en développement durable qui existe depuis 25 ans. Donc on est fiers de rester encore indépendant au bout de ces 25 ans. Et on cherche à tout le temps creuser les nouveaux sujets. Donc on a des activités de think tank qu'on creuse jamais tout seul. Donc là en l'occurrence on voulait creuser la question des villes fabricantes et on s'est associé au réseau Fab City Paris pour explorer ça de façon aussi opérationnelle et stratégique. Et donc pour ça, en gros, nous, ce qu'on aime faire depuis 5 ans, c'est questionner toutes les questions de développement durable qui sont la transition alimentaire, l'économie circulaire, le développement des ENR, avec un regard économique. Donc de se demander en quoi les transitions écologiques, elles sont aussi vecteurs de développement économique en local. Donc on a pas mal d'outils de modélisation du fonctionnement de l'économie des territoires qu'on utilise et qui nous permettent de poser les questions autrement, en tout cas d'explorer des sujets nouveaux d'une façon complémentaire d'autres acteurs. Donc sur la ville fabricante, en l'occurrence, on a cherché à produire des chiffres et à faire un classement des aires urbaines françaises. Et donc on s'est déjà donné une définition. Donc, qu'est-ce qu'une ville productive? Parce que toutes les définitions ne valent. Celle qu'on propose, nous, c'est de se dire qu'une ville productive, elle ne cherche pas forcément uniquement à produire, mais elle cherche à renforcer ses capacités d'autoproduction. Donc, de se dire qu'on est en capacité de produire localement ce qu'on va consommer localement. Évidemment, en relocalisant la production manufacturière. Donc nous, quand on parle de manufacture, on a regardé les secteurs primaires et secondaires, donc tous les biens manufacturiers qui peuvent composer la consommation des ménages, et en mobilisant des ressources matérielles locales. Donc c'était notre autre parti pris, c'était de se dire on ne va pas réimplanter des usines ou reproduire en continuant à importer les matières premières de l'autre côté de la planète, c'est pas forcément intéressant. Et on s'appuie sur les dynamiques économie circulaire dont parlait Mine tout à l'heure, écologie industrielle, il y en a plein, méthanisation, que sais-je, pour produire localement. Et donc se pose la question de comment on va substituer certaines ressources, comment on va passer des fois du produit au service, enfin, explorer plein de choses qui sont des pistes d'innovation. Et puis, il est souvent reproché aux démarches d'autonomie d'être une forme de repli sur soi. Enfin, c'est une des critiques qu'on peut poser. Je vais vous montrer les chiffres tout à l'heure. On part de très loin. Donc de là à être 100% autonome et complètement fermé sur les autres territoires, on a de la marge. Et donc on avait gardé cette idée de, certes, on cherche à être autosuffisant d'un point de vue matériel, mais on continue à s'ouvrir sur le monde et sur les réseaux, notamment par la data. Donc on partage l'intelligence, mais on relocalise les ressources matérielles. Donc c'était un peu le postulat, c'était ça pour nous la ville productive. Donc qui est un peu conceptuelle et en même temps qui est assez ambitieuse parce qu'on coupe les questions d'écologie et de production. Et donc on a calculé un petit index où on a regardé en gros ce que consomment les ménages sur un territoire, donc sur les aires urbaines. Donc pour rappel, les aires urbaines c'est une centralité urbaine et la périphérie, en sachant que 40% des gens qui habitent la périphérie travaillent dans la centralité. Donc c'est une définition administrative, mais en gros, en fonction des territoires, c'est 50 km autour de l'agglo. Sur Paris, c'est quasiment la métropole. Sur Valence, ça va être 50 km autour de Valence. Donc c'est quand même des échelles assez intéressantes parce qu'elles prennent justement le système, une partie périphérique qui permet aussi de considérer des activités plus dures que celles qu'on pourrait trouver en centre-ville. Donc on va regarder dans la consommation des ménages la production directe, donc c'est les biens que vous achetez de façon finie, genre un pantalon, un pull. Et on va aussi regarder en amont quelle a été la production indirecte, donc en remontant le cycle de vie du produit, la production des fibres ou les composants électroniques qui constituent le smartphone. Donc on remonte en fait le cycle de vie du produit manufacturé et on regarde l'ensemble de ces 12 macro-secteurs
C'est un peu pénible, mais en gros, il y a agriculture et agroalimentaire. Il y a toute la partie foresterie, matériaux de construction, machines, équipements. Donc typiquement, c'est l'automobile, mais aussi ici l'électroménager, l'électronique. Et puis des postes un peu plus lourds comme le papier, la chimie plastique, l'industrie métallurgique. Donc il y a des biens de consommation des ménages et puis il y a des étapes intermédiaires de manufacture. Donc on regarde ces macro-secteurs, on regarde quelle est la demande en local sur ce secteur. Donc il y a des secteurs qui vont représenter 20% de la consommation finale, d'autres 5%, en regardant l'ensemble de la chaîne. Et puis on regarde si l'aire urbaine elle est autosuffisante ou pas sur ce secteur. Et en combinant les deux et en faisant une moyenne de tous les secteurs sur une aire urbaine, on arrive à calculer un index. Bon, c'est pas le calcul qui est le plus intéressant, c'est plutôt le postulat. En fait, on essaie de regarder quelles sont les villes qui ont un niveau élevé d'autosuffisance sur les secteurs les plus stratégiques pour répondre à la demande locale. Voilà, donc ça reste en phase avec la définition que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc voici le classement, c'est un peu moche, mais l'idée c'est que vous avez le top 30 des aires urbaines. Et en fait, vous avez les colonnes. La première colonne, c'est le classement sur l'indice FabCity, et à droite, c'est le classement en termes de population. Parce qu'en fait, on sait que plus, évidemment, une aire urbaine est grande, plus elle a une activité économique importante, plus elle a de chances d'être autosuffisante parce qu'il y a une grosse production. Et les enseignements sont assez intéressants. Le premier constat, c'est qu'il y a presque 30 des 50 villes les plus peuplées de France qui sont sous-performantes. Ça veut dire qu'elles sont moins bien classées que ce qu'on pourrait en attendre vu leur taille. Le deuxième constat, c'est qu'il y a de grosses disparités au niveau national. Et notamment, il y a des choses qui étaient assez contre-intuitives. Typiquement, toutes les villes du quartier nord-est de la France qui ont un passif industriel très fort sous-performent. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune activité productive sur ces territoires, alors qu'il y avait quand même un capital industriel et une culture de la production. Donc là, c'est des territoires, on va dire, déserts d'un point de vue productif. Idem, les villes portuaires qui pourtant génèrent beaucoup de flux manufacturiers sont des villes non productives. C'est le cas de Brest, du Havre, de Toulon, qui sont sur des modèles vraiment d'attraction de ressources, mais ils ne les transforment pas sur site. Et puis d'autres zones qui sont plus tournées vers le tourisme. Et donc ce qui est intéressant, c'est des territoires qui ont su préserver un tissu productif local plus diversifié. Donc c'est le cas de villes moyennes comme Cholet, Valence, Bourg-en-Bresse, Lorient, Roanne, qui sont en quelque sorte des modèles d'un point de vue productif parce qu'ils ont une grande variété de secteurs sur lesquels ils sont assez bons. Typiquement Cholet, il y a encore du textile, il y a encore de l'automobile, il y a encore de la métallurgie, il y a de la chimie plastique. Donc ils sont bons sur une dizaine de secteurs et ils ont un vrai tissu local d'entreprises, de PME. Donc il y a des territoires assez dynamiques. Bon là, ça va faire un peu la météo, mais en gros, c'est pour montrer qu'au niveau national, on a les zones frontalières avec le Luxembourg, Belgique et Suisse, où c'est des économies très résidentielles, donc elles ont une capacité productive très faible. Idem pour la partie Nice, Montpellier, Méditerranée, où c'est plutôt des économies qui s'appuient sur le tourisme. Et à l'inverse, la façade atlantique et notamment le sud-ouest et puis toute la partie Pays de la Loire-Vendée, où là, il y a vraiment un beau tissu économique local en matière de production. Vous me dites si c'est trop pénible, ça va? Bon. Alors après, j'avais une question. Donc, à votre avis, au vu de ces chiffres, quel est l'indice moyen d'autoproduction de nos aires urbaines? C'est-à-dire, si on devait parler d'un pourcentage, à votre avis, c'est quoi le pourcentage de tous les produits manufacturés que consomment les ménages sur un territoire, en moyenne, qui vient du local? Vous pouvez dire un chiffre comme ça, c'est juste... Tiens, vous voulez pas jouer? Alors 20, qui dit 20? 10. Qui dit mieux? C'est vente aux enchères inversée. En fait, c'est 3%. C'est très, très mauvais. Donc, en fait, en traduit en chiffres, ça veut dire que quand vous achetez 100 € d'un produit manufacturé, donc on ne parle pas des services, il n'y a que 3 € qui ont été produits en local, enfin qui reviennent au local. Donc, on part de loin. Donc, on ne va pas être à 100% demain, mais on voit qu'il y a des marges de progrès. Alors, on se demande quels sont les secteurs prioritaires. Donc, en fonction des territoires, on peut regarder, et là, c'est vraiment spécifique à chaque territoire pour le coup,
Quel est le degré de priorité du secteur dans la consommation des ménages? Et puis, est-ce qu'il est autosuffisant ou pas sur ce secteur? Et donc, on peut explorer sur un territoire donné, typiquement Paris, au niveau agricole, au niveau agroalimentaire, au niveau mode, au niveau métallurgie, chimie, quels sont les taux d'autosuffisance de la ville. Et il y a il y a des disparités assez fortes. Il y a vraiment des territoires qui ont des profils très diversifiés, d'autres qui sont très spécialisés, d'autres qui n'ont aucun tissu productif. Et ça, le message, c'est que c'est intéressant pour faire du master planning et du développement économique à l'échelle d'un territoire, de se dire, sur mon territoire, je sais que je suis dépendant des importations sur tel et tel secteur, et qu'il y a du coup des opportunités de développement d'emplois, de création d'emplois en local aussi. Donc nous, on voit la question de la ville fabricante aussi comme une opportunité, évidemment, de développement économique. Et sachant que le message qu'on passe aussi, c'est que l'économie locale, les travaux ont montré que, en gros, ça va impacter sur 1/3 de la prospérité d'un territoire. Donc là, c'est plutôt des travaux d'économie, mais quand on regarde sur quoi est fondée la prospérité d'un territoire, sa richesse, on se rend compte qu'il y a une partie résidentielle, qui est en gros les revenus qui sont pas liés à la production locale, genre les retraites, les rentes, les revenus de travail. Après, vous avez la base productive, donc c'est toutes vos exportations, tout ce que va produire le territoire. Et le dernier tiers, c'est ce que nous, on appelle l'effet multiplicateur local. Et en fait, c'est la capacité du territoire à faire circuler l'argent en local. Donc, c'est-à-dire à mobiliser une chaîne de fournisseurs, de sous-traitants en local et à vendre en local. Et quand on sait que c'est une variable qui joue sur 1/3 sur le dynamisme économique des territoires, on se dit que voilà, la ville productive, c'est aussi ça. C'est aussi jouer sur 1/3 de la prospérité de nos territoires. Et donc, spéciale dédicace à Vincent, on a repris la métaphore de la boule de flipper. L'idée, c'est de se dire, on va essayer, comme quand on joue au flipper, de garder la boule le plus longtemps possible dans le jeu pour générer le maximum de points. Et donc, à chaque fois que la boule, elle touche un bumper, elle rebondit, elle génère de plus en plus de points. Et c'est pareil pour les euros et pour les emplois. Donc, pour nous, parler de production en ville, c'est aussi maximiser cet effet multiplicateur et jouer sur l'effet flipper de nos territoires. Et puis l'autre postulat, c'est que, évidemment, pour relocaliser la production en ville, il va falloir passer par de nouveaux modèles économiques. On ne va pas faire revenir des usines qu'on a fait sortir de nos villes il y a 50 ans ou il y a 100 ans. C'était qu'il y avait des raisons. Et donc là, j'ai mis quelques images qui peuvent être inspirantes. Comment on reproduit typiquement des microalgues en cœur de ville. Ça s'est fait sur des façades architecturales. Comment on redéveloppe des micro-brasseries en centre-ville en jouant sur le côté hyper attractif de je produis, je consomme sur place et je vois des artisans faire leur travail et je goûte les marques locales. Ou même des choses un peu plus techniques sur le recyclage des fibres qui peuvent amener à des nouveaux textiles, mais aussi des nouveaux matériaux de construction, d'isolation, j'en passe. Et donc ça, c'est typiquement, normalement, des activités qui vont générer moins de nuisances et moins d'impact environnemental que les modèles d'il y a 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, on sait faire de la boucle, on sait faire de la chimie verte. En tout cas, on a plein de perspectives de développement de nouveaux modèles économiques. Et aujourd'hui, ce sont des modèles plus portés par les entrepreneurs. Il y a aussi les grandes entreprises qui s'y intéressent. Mais on sent que c'est des modèles qui demandent de l'innovation, de l'agilité. Et aujourd'hui, en tout cas, ça part beaucoup par les entrepreneurs. Je vous avais aussi rajouté de l'agriculture urbaine et du recyclage, qui sont aussi des activités qu'on peut trouver en cœur de ville ou en périphérie. Voilà, j'en ai terminé. Le dernier message, c'était qu'au-delà de la fabrication, on parle aussi de résilience, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on regarde un territoire, typiquement, on a fait une étude sur Lyon, on a regardé quelle était la dépendance du territoire aux importations. Et quand on regarde Lyon, on voit que tout ce qu'importe la ville de Lyon pour vivre, et pour donner des emplois, pour nourrir ces gens, c'est 2/3 de ressources épuisables et non disponibles en France. Donc, le premier poste, c'est les énergies fossiles, le gaz. Deuxième poste, c'est toute l'industrie métallurgique, la chimie. Et le troisième, c'est l'élevage bovin. Donc, tous ces champs-là, pour nous, ils font partie de la vie fabricante. C'est comment aussi on renforce nos territoires, comment on les rend plus résilients aux aléas climatiques, aux aléas économiques. Et comment aussi on assume notre responsabilité environnementale, parce que les enjeux, les impacts environnementaux de typiquement ces 3 secteurs, aujourd'hui, sont supportés par des pays à l'autre bout du monde. Donc,
parler de production locale, c'est aussi parler de résilience et de responsabilité. C'était le mot de la fin. Il me reste 1 minute ou... Du coup, les stratégies pour les territoires, définir les priorités de la ville. Comme je vous montrais, il y a des secteurs en fonction des territoires qui vont être plus ou moins intéressants de mobiliser. Il y a aussi des ressources industrielles, il y a des savoir-faire locaux qui ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Pour nous, c'est une super opportunité aussi de penser autrement les stratégies de revitalisation urbaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions qui se font sur les centres-villes vivants, sur la revitalisation des centres-villes. Certaines activités peuvent être localisées en centre-ville sans forcément de nuisance et redonner, déjà diversifier le tissu économique des centres-villes qui est mort et redonner aussi peut-être une nouvelle attractivité au centre-ville parce que voilà, on est content de goûter des produits qui ont été complètement faits sur place. Et donc, toute cette dynamique de production, elle peut revenir aussi en centre-ville pour servir la revitalisation de nos centres. Le troisième point, c'est favoriser la mise en réseau des acteurs. On a beaucoup parlé de makers. Ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a des synergies à créer entre les makers et les acteurs industriels, qu'il y a peut-être de la mutualisation d'outils industriels, on l'a vu, qui peuvent se faire. Il y a aussi du partage de savoir. Et que la fabrication en ville ne doit pas forcément seulement rester dans le champ du maker, mais peut aussi s'ouvrir aux entreprises industrielles de toute taille. Et le dernier message, c'était évidemment fabriquer avec moins de ressources. On sait qu'il y a aujourd'hui des activités industrielles qui sont fragiles parce qu'elles dépendent de produits importés ou à fort impact environnemental. L'idée, c'est demain de se dire comment on peut substituer les ressources utilisées, comment on peut produire avec les richesses du territoire. Voilà, j'en ai terminé. Merci Annabelle. Merci. J'ai proposé de t'asseoir, j'ai proposé donc aussi à nos autres panélistes de rejoindre les fauteuils qui ont été disposés à leur intention, et en particulier Sébastien Farin, qui est directeur de la communication d'INERIS, donc l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, donc a priori un acteur plus traditionnel, mais avec un regard justement qui s'est probablement mis à jour donc, sur ces activités productives, et Achille Bourdon, qui est architecte et fondateur associé du cabinet Civil, qui est un atelier d'architecture et d'urbanisme qui est spécialisé dans la ville productive. Merci à tous les deux. J'ai envie peut-être de commencer par donner la parole donc, à Achille ou Sébastien sur la réalité qu'on vient de découvrir ici, sur finalement ce que signifient concrètement les tendances qui ont été décrites, je dirais, sur un plan expérimental, mais aussi avec un influx institutionnel donc, par mine, et puis à la réalité économique donc, qui a été décrite par Annabelle, sachant que bon, 3% d'autoconsommation, si on peut dire, ou en tout cas de consommation locale, on sent que la marge de progression est importante. Est-ce que, comme architecte, donc, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que vous pouvez nous parler d'un certain nombre de projets que vous auriez engagés et qui rendraient compte un petit peu justement de cette façon d'accueillir ces activités productives en ville? Alors peut-être ce qui serait intéressant, c'est de vous expliquer comment est-ce que nous, architectes, on est venus à travailler sur ce sujet. On se situe dans un contexte où on a une désindustrialisation de l'Europe. On est aussi dans un... On n'entend pas ? Voilà. Je dis que c'est intéressant, je pense, de vous expliquer pourquoi est-ce que nous, on est venu à travailler sur ce sujet-là, la ville productive, en tant qu'architecte. Parce que le sujet est venu d'un constat à la désindustrialisation. Il y avait eu des démarches gouvernementales pour relancer des plans d'industrialisation de la France à une époque. Et en fait, on se situe aussi dans un contexte où les territoires de la production, les territoires périurbains, sont aujourd'hui les territoires de l'urbain de demain. Et il est nécessaire, du coup, de mieux comprendre comment est-ce que ces territoires peuvent être réactivés et reconquis en tant qu'opérateurs d'aménagement. Et les architectes, on en est convaincus, ont un rôle à jouer là-dedans, parce que on a certainement le sujet, en tout cas, la ville productive, c'est la réconciliation, la reconquête de ces territoires et la réconciliation des enjeux urbains avec ces zones à densifier et à construire. C'est aussi l'idée selon laquelle le spectre d'intervention se situe, on parle de ville productive, sur les filières matérielles, selon notre point de vue, c'est ce qu'on travaille nous.
les filières matérielles dans leur ensemble, à savoir ce que la ville peut consommer, tout ce qui signifie le métabolisme urbain, et comment est-ce qu'ils peuvent être traduits en objets capables de négocier avec leur environnement lorsqu'ils sont en proximité avec des enjeux d'aménagement, hein, alors que traditionnellement, et parce qu'on est dans une culture où on a fabriqué du zoning, du zonage et de la monofonctionnalité, ces filières travaillent souvent en silo. Et donc, on se situe aussi dans cette réflexion sur les marges d'optimisation, là où on parle de croissance, de perspective de la croissance, de mécroissance peut-être. Nous, on travaille sur la manière de faire de l'optimisation dans ces filières matérielles physiquement engagées dans la ville. Et donc, on travaille sur ces objets d'études en tant que ce qu'on appelle les architectures du système ville. Voilà le nom de notre agence d'architecture. Donc on s'est organisé sous la forme d'un think tank et puis d'une société d'architecture plus récemment, depuis 2 ans. Et donc je dirais simplement, sans m'étendre, que concrètement on sent le sujet de la ville productive et de la ville aujourd'hui comme un enjeu très arc-bouté sur la notion de flux, sur la notion de flux à l'échelle mondiale. Mine l'a présenté dans son intervention. Et évidemment, la notion de flux, elle est très immatérielle, alors même, et tout comme la notion d'innovation technologique, numérique, alors que nos villes sont bien physiques. Et donc, on travaille sur les sujets on a travaillé très vite sur les sujets de logistique urbaine pour notamment résoudre cette question qui est le retour à la ville des nécessités de faire transiter les marchandises. Enfin, les marchandises reviennent en ville avec la logistique urbaine après une période de desserrement. Et ce qui a été du coup un sujet de lancement pour nous, se poser la question de comment est-ce que des activités industrielles pouvaient trouver les moyens de revenir dans la ville, là où le foncier, le foncier est tendu et les contraintes multiples. Donc on travaille sur ces sujets de logistique urbaine en redécouvrant l'utilité d'une approche sur mesure, là où les logiques industrielles standardisées avaient toujours régné. Et du coup, on est très heureux de découvrir que nos intuitions d'étudiants se confirment, à savoir que les industriels, une fois de retour dans la ville, ne peuvent pas se passer d'un raisonnement très large et ouvert, et dans laquelle l'architecte a un rôle à jouer de manière centrale peut-être, ou en tout cas partenaire indispensable, pour trouver ces dispositifs de négociation, ces dispositifs aussi de conciliation, et peut-être pour introduire un peu le spectre global, parce qu'on pourra revenir, je ne vais pas m'attarder trop, mais il nous paraît très utile et un moteur de l'écologie territoriale très très fort que de donner à voir ce que nous appelons les coulisses de la ville. J'ai parlé de logistique urbaine, mais il y a aussi les filières déchets, et il y a aussi les lieux de travail. Et la fascination qu'on a pu découvrir là dans les images, on est tous sensibles à ces lieux de fabrication, ces machines. Mais en fait, on oublie aussi qu'on est une société très développée avec des emplois industriels très qualifiés, des savoir-faire ouvriers. En fait, il y a beaucoup de Fab Lab en France, certainement parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire, y compris dans les métiers ouvriers. Et la désindustrialisation, malheureusement, débarque ces personnes qui sont détentrices d'un savoir-faire particulier. Et on a tous cette fascination pour l'artisanat, cette fascination pour la fabrication. Et en réalité, un travail ouvrier, chaque ouvrier sait fabriquer de ses mains quelque chose d'exceptionnel dans son garage. Et c'est ça, je pense, la Fab City aussi, c'est cette capacité qu'on a ou la ville productive, parce que je m'approprie les mots qui ne sont pas vraiment les nôtres, mais la ville productive, nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est de donner à voir ces lieux de travail, que sont l'artisanat, l'industrie, les métiers ouvriers, aussi bien que les filières matérielles, à savoir l'approvisionnement des marchandises, la logistique, mais aussi les filières déchets et les filières énergie. Donc la manière de rendre visibles ces choses-là nous paraît un moteur de l'écologie territoriale très important, car les rendre visibles et montrer, c'est les restituer au débat public. Aujourd'hui, si on était capable de marquer de manière physique dans la ville à Lyon que la viande consommée est un péril écologique, ou que 3% seulement des biens de consommation que ces chiffres étaient visibles, ils seraient certainement des marqueurs de la conscience environnementale globale, totale. Et donc nous, on s'attache à rendre visibles ces coulisses pour témoigner. Bon, je passe la parole parce que...
Merci. En fait, j'ai envie de me tourner vers Sébastien cette fois-ci. Et pour rebondir peut-être sur une observation que vous faisiez, c'est-à-dire la fascination qu'on peut avoir pour eh bien, le savoir-faire ouvrier, artisanal, etc. Je dirais que l'INERIS a peut-être plus l'habitude d'observer je dirais, des structures industrielles ou artisanales traditionnelles, très proches des villes, et d'en observer finalement la ruine, en tout cas, au cours des dernières décennies. Est-ce que vous observez aussi une forme de reconquête, pourquoi pas, eh bien, de certaines de ces friches ou de ces espaces, justement par ces activités productives? Et comment est-ce qu'elles s'insèrent en ville, dans leur périphérie ou dans leur centre? Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Alors, je vais être le rabat-joie de la soirée parce que je vais parler de choses dont on n'a pas tellement envie de parler, c'est-à-dire tout ce qui peut être dangereux. C'est vrai que on a eu une pratique ancienne qui était d'éloigner des bourgs tout ce qui pouvait présenter des risques, en l'occurrence tout ce qui peut exploser, tout ce qui utilise des substances chimiques, etc. Et aujourd'hui, avec la démarche qui est une démarche qui doit être gagnant-gagnant, on a tendance à vouloir rapatrier au cœur des villes et finalement de mélanger la production et l'habitat. Ça pose un certain nombre de questions en termes de risques, de gestion des risques, surtout qu'on est dans une société où aujourd'hui on a une psychose totale vis-à-vis des risques, on a une volonté du risque zéro, d'être sûr que tout est parfaitement sécurisé et safe, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on le sait tous, le risque absolument nul n'existe pas. Et donc pour l'INERIS, qui est un établissement public qui accompagne l'État dans la réglementation, mais aussi les industriels dans le développement de leurs infrastructures, il y a des enjeux très forts qui sont aujourd'hui créés par toute cette réflexion autour de la ville productive, que ce soit sur les domaines de l'énergie, les domaines de l'économie circulaire, mais aussi finalement la question de la pollution de l'air, de l'eau et des sols, de réfléchir à essayer d'éviter les tensions entre les résidents des villes et ces nouveaux venus qui viennent produire et permettre des cycles plus courts. Et ça interroge fortement la manière dont on approche cette dimension des risques, puisque on passe finalement, pour résumer, d'un univers où on a des industries qui sont à la périphérie, voire un peu éloignées des villes. Prendre un exemple assez concret, les centrales nucléaires par exemple. D'ailleurs, parler des risques ici n'est pas totalement neutre, puisque pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, jadis c'était le siège de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc on est dans un endroit qui connaît pas mal la question des risques. Donc on est... Ça a été décontaminé depuis. Alors, il n'y avait pas de raison d'avoir de la radioactivité ici, en l'occurrence, mais on passe donc de cet univers où on a des endroits qui sont bien identifiés, bien connus, maîtrisés en quelque sorte, parce que ce sont des grands acteurs et qui sont très suivis, à une multiplication, une dissémination de technologies, de démarches individuelles parfois, qui peuvent générer un certain nombre de risques. Pas des nouveaux risques, ce ne sont en soi pas des nouveaux risques, ce sont simplement des nouveaux utilisateurs. Quand on conduit une voiture électrique, on n'imagine pas que la batterie qui sert à utiliser cet appareil est un stockage électrochimique qui, dans certaines conditions et mauvais usages, peut présenter un certain nombre de risques. Et là où jadis on avait des hommes et des femmes formés pour gérer cela, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui, comme moi, n'y connaissent absolument rien, et pourtant je vais peut-être avoir un jour la mauvaise idée d'aller bricoler ma batterie, pour citer qu'un exemple en l'occurrence. Et donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme dans la manière d'approcher la gestion des risques. Ok, mais alors, pour qu'il y ait des risques, il faut encore une fois, qu'il y ait une réalité, je dirais, dans cette activité-là, et qu'on puisse constater pour de bon la relocalisation en ville de cette activité productive, et en l'occurrence d'activités, je ne sais pas, de chimie, d'industrie, etc. Je me tourne à nouveau vers Mine pour lui demander si le Fab Lab, tel qu'on le connaît et tel que eh bien, vous les avez décrits, sont véritablement je dirais, la face émergée, le principal objet de relocalisation et de matérialisation finalement de l'industrie ou des activités manufacturières dans les villes. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui commencent à poser au fond Alors, justement, je pense que les Fab Labs, c'est pas forcément l'acteur le plus, d'ailleurs, facilement identifiable. Je dirais que, par exemple, tout ce qui est friche et jardin partagé est déjà sont plutôt des exemples qui ont un impact plus fort, plus visible et plus facile aussi par rapport à la population. Donc tout ce qui est agriculture urbaine, c'est effectivement quelque chose qui relocalise la production. Alors, si on parle des chiffres, Paris, même si on le voulait, le maximum qu'on pourrait relocaliser en termes de production alimentaire serait de l'ordre de 15%, peut-être moins. Mais bon,
Au max, oui. Donc au max, si jamais on arrive à vraiment à faire le mieux. Voilà. Donc en fait, on ne peut pas en fait tout relocaliser. On ne pourra jamais en fait relocaliser à 100%. Et d'ailleurs, c'est pas forcément souhaitable parce que pour des questions de risque, etc. Par contre, l'idée en fait des Fab Labs et en fait de l'agriculture urbaine, c'est justement de revenir en fait à la matière, de pouvoir retrouver des savoirs et aussi parce qu'on manque de plus en plus d'espace pour le faire, de pouvoir bricoler, travailler la matière, jardiner, faire son potager, etc. Et c'est cette chose-là que les gens vont chercher. Donc aujourd'hui, le Fab Lab et l'agriculture urbaine, on va dire, c'est un balbutiement, c'est une sensibilisation. Mais finalement aussi, et c'est ce qu'on constate, c'est qu'il y en a de plus en plus. C'est de plus en plus favorisé dans les projets effectivement résidentiels. Il y a de plus en plus de jardins partagés qui sont incités. Il y a il y a de plus en plus de Fab Labs qui se créent naturellement. Aujourd'hui, quand on a un coworking, souvent il y a donc des espaces aussi de fabrication qui arrivent dedans, comme même ma station F, pour parler du plus grand espace en ce moment innovant. Donc là, ces questions-là, elles sont effectivement, il y a un vrai retour en tout cas à la production. Alors, on est aujourd'hui en marge, c'est-à-dire qu'on travaille sur des projets qui ont peu de risques. On travaille avec des machines qui présentent peu de risques. D'ailleurs, nous-mêmes, on se défend d'avoir des outils de menuiserie, par exemple, à risque, de telle façon à ce qu'on évite des accidents. Par contre, ça nous permet de mettre effectivement le pied à l'étrier. Et après, voilà. Et après la vision, effectivement, c'est comment on va aller maintenant, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette discussion-là, d'aller sur notre échelle, et effectivement, ça a généré beaucoup de questions par rapport à ces risques-là. Et donc, Fab Lab et Makerspace et la variété finalement, au-delà d'ailleurs de ces espaces encore une fois de production manufacturière, et si on étend le champ à l'agriculture urbaine, etc., sont aujourd'hui principalement des outils qui sont pris en main soit par des individus, et je dirais à des fins d'expérimentation, de bricolage, et il n'y a rien de négatif, disons, dans ce terme, soit parfois par des entrepreneurs, vous l'avez dit tout à l'heure, qui viendraient finalement prototyper, donner un peu une réalité à leurs produits. Est-ce que on a connaissance aujourd'hui d'applications plus larges et de production en série, par exemple, dans le cadre de ce genre d'espace, et est-ce que c'est vraiment la direction dans laquelle vous regardez, quoi? Alors, il y a un double phénomène. Alors, particulièrement sur les espaces que nous on anime avec Vincent, par exemple, qui est juste là au milieu, qui est donc Vincent Guimas, les Arcodés, aussi membre de FabCity Grand Paris, et avec qui aussi, en fait, donc là, il vient de citer Unto This Last, qui est pour nous un modèle et qu'on aimerait arriver à faire. Mais au-delà de ça, en fait, on a aussi cette vision de réseau distribué. En fait, à la base, avec Vincent, il y a 4 ans, on s'était vu, on a essayé de faire le syndicat de la Fab. C'était notre première initiative sur comment, en fait, des lieux de production, donc c'était la Nouvelle Fabrique à l'époque, avec Volume, Coworking et Woma, on pouvait constituer en fait un réseau distribué d'espaces de fabrication. Aujourd'hui, on le fait naturellement. On a un projet qui est beaucoup trop gros pour nous, on va le distribuer entre nos espaces parce qu'on a tous les 3 des machines qui sont capables en fait de produire des projets. Donc ça, et là-dessus, il y a la vision OpenDesk je ne sais pas si vous connaissez OpenDesk. Si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est vachement bien. C'est sur une plateforme qui met en fait des designers en open source et qui permet en fait de redistribuer après dans des Fab Labs en fait de la production. Donc il y a aussi l'outil numérique aussi qui permet en fait à chacun de pouvoir télécharger son plan, venir dans un Fab Lab et le faire, et donc de mettre aussi en avant des designers,
des entrepreneurs qui vont du coup mettre leur design à partager. Ça, c'est pour la question menuiserie, architecture. Après, tout ce qui est fait électronique et en fait prototypage à type IoT, quoi, Internet of Things, objets connectés, en fait, les gens viennent prototyper. Donc, c'est pour ça que, par exemple, à la station F, il y a un Fab Lab, pour en fait, effectivement faire émerger des nouveaux produits. Et c'est là où en fait, les gens vont créer des nouvelles startups avec des produits prototypage à l'appui, parce qu'en fait, prototyper pour un designer, ça coûte 15 000, 20 000 euros. Par contre, aller dans un Fab Lab, bénéficier en fait de la communauté pour faire un premier prototype, ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte du temps en fait. Merci. Peut-être avant d'en venir à la question de comment on donne de l'ampleur à tout ça et comment on fait de cette tendance, disons, et de ce phénomène une réalité qui passe à l'échelle, peut-être demander encore à Annabelle, 3% donc, eh bien, de consommation des produits ou des biens, des 3%, produits sur place, bref, c'est peu. Ouais. La marge de manœuvre, la marge de progression, on l'imagine, est très importante, mais en même temps, je sais pas, les Parisiens ici peuvent se gratter la tête un moment, en fait, pour se demander finalement de quoi sont faits ces 3%. Je serais curieux de le savoir. Et de où se situe finalement la marge de progression. Qu'est-ce qu'on peut espérer pouvoir produire effectivement plus facilement, je dirais, en ville, de matières qui seraient consommées sur place. Peut-être pour compléter, on a parlé de Fab Lab, d'ateliers d'artisanat avec Unto This Last. Après, il y a la Micro Factory, qui est un autre objet qui permet de produire aussi d'autres biens. Typiquement, en agroalimentaire, on a des micro-abattoirs, c'est pas ce qui est le plus gai, mais qui se développent à la ferme pour valoriser en local la production agricole et augmenter aussi la valeur ajoutée qui revient aux agriculteurs. Sur le sujet plus automobile, il y avait l'exemple de Local Motors qui fait de la micro-fabrication automobile dans 5 villes des États-Unis, où il s'appuie sur en effet, l'open data et l'impression 3D pour certaines pièces, et ils sortent, je crois, les voitures en 2 ans au lieu de 3. Donc on peut aussi relocaliser de la production automobile. Après, la question, c'est si on remonte le cycle de vie de nos produits, on sait qu'aujourd'hui, les produits sont faits de certaines ressources qui sont extraites en Chine. Donc après, il y a la question de la conception des produits. C'est comment on conçoit les produits demain pour s'assurer qu'on va pouvoir les produire en local. Donc c'était, quand je terminais la définition de la ville fabricante ou de la ville productive, c'est aussi dès l'amont, dès la façon dont on pense le produit, s'assurer qu'on va pouvoir le produire dans le périmètre local. Et dans la construction, vous avez plein d'exemples de l'explosion de la construction bois, le développement des isolants type métis, type laine de bois. Enfin, il y a plein de belles histoires qui se font dans l'artisanat, la construction sur matériaux locaux, produits localement, utilisés localement, et on met à jour les normes. Donc, je ne sais pas si demain on va dire que 100% peut être produit localement, parce que c'est à la fois utopique et pas souhaitable, parce qu'on n'a pas envie d'être en repli. Mais peut-être que ce serait intéressant, et en termes d'innovation, c'est hyper challenging de se dire, est-ce que demain, on pourrait théoriquement tout produire en local sans qu'il y ait, je pense que non, même les ENR, ça va être compliqué, mais sans terres rares, sans métaux précieux, voilà. Mais la question est intéressante intellectuellement, mais je pense que les marges sont énormes avec la microproduction. Il y a plein de choses qu'on peut relocaliser. Pour passer de 1000 à 1 million de ces espaces, en l'occurrence Fab Lab, je ne veux pas qu'on se concentre exclusivement là-dessus, mais il faudra naturellement passer à l'échelle. J'aimerais bien savoir d'abord où on va les localiser. Donc ça, c'est peut-être la question de l'architecte. Comment est-ce qu'on conçoit des espaces mixtes qui soient tout à la fois des espaces pourquoi pas, j'imagine, de résidence, de travail, pas simplement tertiaire, mais voilà, et qui soient intégrés justement dans les flux de logistique urbaine qui ne manquent pas d'aller avec la production. Alors, le problème est essentiel et il tourne pour moi autour des disponibilités foncières d'une part et des capacités de positionnement des produits immobiliers atypiques dans ces conditions de foncier aussi atypiques qui sont celles disponibles au cœur des villes. Donc je développerai dans un premier temps très rapidement ces sujets de contorsion des programmes immobiliers à des situations. Nous on travaille sur un bâtiment de logistique urbaine sous le périphérique à la porte de Pantin qui est sur 2 tunnels sous un tablier de pont et qui est un entrepôt frigo avec
la prise en compte de tout un tas de contraintes de l'existant, parce qu'il s'agit d'un bâtiment temporaire qui est installé ici à titre de convention d'occupation temporaire du domaine public, car les disponibilités foncières pour faire de la logistique urbaine pertinente à Paris sont tellement rares qu'on en vient à découvrir ce genre de stratégie de bâtiments démontables, temporaires, qui préservent l'avenir pour ces fonciers si rares et si précieux pour les pouvoirs publics, et qui permettent de temporairement avoir une distribution pertinente et environnementale à haute performance environnementale de la ville, c'est-à-dire en véhicule propre et avec une rupture de charge au bon endroit. Le poids lourd qui arrive depuis les entrepôts régionaux s'arrête avant de pénétrer dans la ville, et un réseau de petits véhicules font les derniers kilomètres en rotation rapide, et c'est ce qui économise du CO2 et toutes les particules fines dans l'atmosphère. On travaille aussi sur un bâtiment logistique en zone inondable, donc un bâtiment waterproof, résilient à la crue, ce qui est un peu tordu, mais la véritable réalité des situations parisiennes. C'est un bâtiment dans le 16e arrondissement. Et puis on travaille sur des bâtiments souterrains. Vous avez tous peut-être entendu, ou pas tous, entendu parler de réinventer Paris sous Paris. Et quand on commence à construire les sous-sols, il y a des questions de sécurité drastiques qui se posent. Et donc on travaille aussi sur des objets en péréquation économique, en parlant de sécurité. C'est-à-dire qu'on travaille sur des objets hybrides qui sont dans une équation économique sur laquelle il y a des produits à forte rentabilité immobilière qui viennent parachever les fragilités dans les bilans d'opération pour des objets industriels. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne parle pas nécessairement des Fab Labs à proprement parler, mais de tous les lieux d'activité. On travaille sur les immobiliers d'activité innovants. Nous, ce qu'on appelle des immobiliers d'activité innovants, c'est des entrepôts à étages. En fait, soyons clairs, c'est dur d'équilibrer un bilan économique en parlant de superstructures à étages pour des locaux d'activité. Un loyer de local d'activité en Ile-de-France, c'est 100 € par mètre carré par an, quand un commerce ou un bureau varie oscille entre 500 et 800 000, 1600 dans les 8e arrondissements. Donc bref, on doit travailler sur des opérations immobilières tout à fait contorsionnées et sur mesure. Donc ça demande une implication des maîtres d'ouvrage beaucoup plus grande pour aller au-delà des contraintes de sécurité et sécuriser leurs opérations. Et bref, je ne m'attarde pas là-dessus. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est les sujets où, plus à l'échelle de la métropole, on assiste à un desserrement des services, en fait, des fonctions support de la ville, c'est-à-dire desserrement, c'est-à-dire que tout ce qui favorise le fonctionnement de la matériel de la ville a tendance à s'installer à l'extérieur de la ville. Aujourd'hui, il y a eu un phénomène, c'est drôle d'utiliser la logistique urbaine pour parler de ces sujets-là, parce que c'est très intéressant, c'est une discipline récente, enfin un secteur d'activité récent, la logistique. Ça a été inventé dans les années 60, et on a connu une étude de la région de 2013 qui explique exactement comment s'est passé la transition, enfin le déplacement des activités logistiques progressivement depuis la première couronne où elles avaient été installées jusqu'à la deuxième, puis la troisième, aujourd'hui la quatrième, avec des produits d'investissement immobilier toujours plus gros, des plateformes XXL qui sont investis par des fonds de dotation américains pour faire de la rentabilité. Et bref, ces sujets là où le foncier ne manque pas, il y a encore la question de l'intelligence de positionner des outils industriels, lesquels, aujourd'hui, on a, depuis les 30 dernières années, la région Île-de-France s'est dotée de 200 hectares, je sors mes chiffres là, de foncier productif. Ouais. Et dans le même temps, la première couronne perdait 30 hectares par an de foncier productif entre 2003 et 2012. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement ce phénomène de desserrement, il ne concerne pas que la logistique, c'est-à-dire que tout est en train de migrer à l'extérieur de la ville et qu'on est en train de sacrifier les acquis en tant qu'outil de production pour relocaliser ces enjeux dont on parle à l'échelle des activités industrielles. On est en train de les sacrifier comme on a sacrifié sur les anciennes usines automobiles parisiennes. On a tous en tête le nom du parc André Citroën, qui étaient les usines Citroën, les ZAC Masséna, Bercy, qui ont remplacé les usines automobiles. Et on a fait migrer les usines automobiles dans la vallée de la Seine, puis en Chine. Et aujourd'hui, on continue d'en produire de la voiture intelligente dans la vallée de la Seine.
mais on a fait des logements dans Paris. Et aujourd'hui, donc, il est question de, j'en finis rapidement, c'est de positionner certainement les activités productives en première, deuxième couronne dans des immobiliers qui viennent un peu reprendre des places nécessaires autour des enjeux de déplacement, parce qu'en fait, juste pour finir, les activités économiques ont besoin, tout comme les bureaux, tout comme les logements, d'être situés à proximité des gares, à proximité de la mobilité. Et donc, il est nécessaire de découvrir des nouveaux objets immobiliers capables de, par leur taille et leur rentabilité plus assise, ou par leur capacité d'être intégrés dans une opération mixte, de retrouver des positionnements près de ces nœuds de transport qui sont garantes de leur capacité à survivre pour faire transiter leur flux et accueillir leurs clients, donc leur visibilité. Ce sont des sujets identifiés par les territoires parisiens, mais qui sont encore très peu traités. Voilà. Alors, des vraies friches. La logistique urbaine, on peut l'inclure dans la ville productive, pourquoi pas, mais avant peut-être d'en être un des piliers, c'est aussi une des conséquences. C'est-à-dire que si on relocalise ou si on localise des activités productives, comprendre manufacturières, encore une fois, ou agricoles, ou que sais-je, à l'intérieur de la ville, il y aura des conséquences logistiques et notamment d'acheminement, pourquoi pas des produits à transformer et des produits à distribuer. Alors, si les usines ont quitté le centre des villes, c'est aussi qu'elles ne sont plus désirées et elles ne sont plus accueillies, effectivement, mais pour des raisons assez évidentes, qui sont celles de grandes emprises, qui sont très coûteuses sur le plan foncier, mais qui, en revanche, la question, c'est est-ce qu'elles peuvent se dissoudre ou se réinventer, mais d'une manière plus, je dirais, sous forme d'acupuncture, en quelque sorte. Et c'est un peu ce que semblait promettre un peu justement le Fab Lab. C'est pour ça que j'essaie de vous emmener par là, et vers des espaces qui soient mixtes, en fait, qui ne soient pas juste des entrepôts, même intelligents, qui occuperaient des dents creuses et du foncier disponible, mais qui joueraient la mixité des usages des espaces. Et après, on se tournera vers Sébastien, parce qu'il a certainement un mot à dire là-dessus. Je voudrais juste dire quelque chose très rapidement, c'est qu'effectivement, les activités productives sont caractérisées de plus en plus par un réseau de chaînes de sous-traitants. Et du coup, il y a véritablement cette nécessité que dans l'acte de produire, il y ait du flux qui transite depuis une étape vers une autre. Et une des solutions, une ouverture, ce serait effectivement sur les réseaux de lieux productifs intelligents. Ce serait de peut-être distinguer, par exemple, atomiser précisément les modes de production pour leur trouver une taille moins importante et participer à des petits lieux de production et dans lesquels, par exemple, on évacuerait la question des risques. Où on l'isolerait et on permettrait de faire une espèce de chaîne d'usine. Et juste pour finir, c'est que nous on travaille sur des emplois non délocalisables comme une boulangerie industrielle. C'est une activité productive bel et bien nécessaire, pourvoyeuse d'emplois, et qui ne peut pas quitter. Il faut valoriser cette relocalisation des secteurs alimentaires, notamment près des villes, qui sont une pertinence. Et on travaille aussi sur l'accompagnement d'entreprises avec des forts risques industriels dans leur process, mais qui sont situés sur les territoires première couronne, et en fait qui ont la contrainte de maintenir leur positionnement parce que leur main-d'œuvre qualifiée est ancrée dans le local. Donc il y a des solutions à trouver nécessairement, y compris pour accueillir le risque en ville, et y compris pour relocaliser des unités de production de 3000 m² avec ICPE, quoi. Alors, Sébastien, donc, en repartant du point de vue, disons, de l'INERIS, vous devez être, disons, bien renseigné sur ce que les habitants, les urbains, les citadins sont prêts à tolérer, disons, des nuisances qui peuvent être liées, par exemple, aux activités. Alors, si on veut bien mettre de côté un instant le risque brut, l'explosion, la catastrophe chimique ou que sais-je, il y a d'autres, je dirais, de ces potentielles nuisances. Je ne sais pas si on en est là, mais malgré tout, est-ce qu'on sait ce que les gens sont prêts à admettre, à accueillir, ou au contraire ce qu'ils rejettent en bloc ? Alors, on le sait très bien, et on est prêt à rien, en fait. Voilà. On ne veut pas de risque, quoi. C'est-à-dire que... Et pourtant, parce qu'on parle beaucoup du rapatriement de l'industrie, on va dire, ou de la production dans les villes. Ce qui se passe, notamment à Paris, mais dans toutes les grandes zones urbaines, les pressions foncières sont telles que finalement, c'est plus les zones de production qui viennent à la ville, c'est la ville qui s'étend jusque dans les zones de production qui étaient autrefois isolées. Alors ça pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on réaménage certaines zones qui étaient autrefois des zones industrielles, on a des sols pollués. Et les gens viennent s'installer là. On pourrait citer des dizaines de quartiers où
il y avait des industries polluantes potentiellement auparavant, et pourtant les gens viennent habiter là, mais parfois ne se posent pas la question de ces risques. Donc on accepte 0 risque. Néanmoins, on a besoin d'avoir toujours plus de proximité avec les facilités, les écoles, les choses comme ça. Et donc on a un espèce de jeu qui est finalement assez complexe, où tout en ne voulant pas de risque, on fait un peu l'autruche sur les risques qui peuvent nous entourer directement. Et ça peut conduire à des situations qui sont assez catastrophiques. Je ne vais pas parler d'AZF, que vous avez tous en tête, mais voilà, typiquement un endroit au cœur de la ville où il se passe quelque chose qui ne va pas bien, et on a un rayon d'action des effets qui est assez colossal, hein, plus de 2 km, ce qui conduit à une zone de tension. Mais très récemment, des choses qui ne sont pas très médiatisées, mais il y a environ 2 ans, il y a eu une explosion dans une usine, c'est bête, un truc tout simple. Sauf que, par chance, c'était un jour où il n'y avait personne dans les environs, et que voilà, l'installation voisine de l'entreprise où ça a explosé, c'est une crèche. Voilà, comment on gère ça? Il faut dire, je pense qu'aucun des parents ne s'était jamais posé la question de savoir ce qui se passait à côté de la crèche, et personne n'avait jamais envisagé qu'il pourrait y avoir une explosion. Et donc la problématique pour la gestion des risques, elle est double. Elle est à la fois de tenir compte du fait qu'on vient se rapprocher, ou l'industrie se rapproche, premièrement. Deuxièmement, encore une fois, comme la pression foncière est forte, là où autour des usines on conservait auparavant des espaces neutres qui permettaient, un peu comme dans une prison, d'avoir un endroit où on peut surveiller et être sûr qu'il ne se passe rien, on vient installer de nouvelles choses. Alors depuis AZF, on a travaillé beaucoup ce qu'on appelle les plans de prévention des risques technologiques, les PPRT. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est de faire en sorte aussi que ce qui vient s'installer autour d'un endroit où on sait qu'il peut y avoir des risques, on puisse intégrer non plus les risques de manière individuelle, mais de manière collective, pour pouvoir réfléchir globalement à la manière de gérer les risques. Et le dernier point, qui est vraiment tout à fait essentiel, parce que lui, au-delà du changement de paradigme dont on discute ici, c'en est aussi un en matière de gestion des risques. On est passé d'un univers où il fallait qu'on s'assure que l'utilisation par un tiers de quelque chose qui peut présenter un risque était sûre, à un univers où il faut que la chose qu'on utilise soit intrinsèquement sûre. Et ça, c'est un vrai défi, parce que quelque chose ne peut jamais vraiment être totalement sûr. Et encore une fois, d'autant moins que l'utilisateur n'est pas formé, n'a pas connaissance, et peut faire n'importe quoi avec cette chose-là. Et ça, c'est un enjeu très très fort. On a vu tout à l'heure dans les Fab Labs des imprimantes 3D, par exemple. Une imprimante 3D, mine de rien, ça manipule des produits qui sont des substances chimiques et qui, dans certains cas, peuvent présenter des risques, notamment d'explosion, ce qu'on appelle le coup de poussière, qui est assez connu. Et donc voilà. Et donc comment on fait en sorte que ces outils qui viennent finalement au cœur des villes, parce qu'avant jadis une imprimante 3D, ça se promenait pas comme ça dans les magasins pour en acheter chacun. Comment on fait pour que ces objets deviennent sûrs, quand bien même la personne qui les utilise est la pire des personnes et les maltraite en permanence. Et ça, c'est un vrai enjeu, assez compliqué. Merci. Alors, on a évoqué, peut-être dans les ordres, les risques avant de... Enfin, on avait évoqué les bénéfices en introduction. J'aimerais bien quand même y revenir et peut-être conclure là-dessus avant de vous passer la parole et de vous inviter à poser quelques questions. En préparant cette table ronde, il me semblait, et en écoutant l'exposé initial de Mine notamment, il apparaît évident qu'il y a un bénéfice, peut-on supposer, qui est de l'ordre de... J'aimerais bien qu'on revienne sur l'inscription de la relocalisation d'activités dans le plan carbone de la ville de Paris. Donc il y a un bénéfice carbone, il y a un bénéfice je dirais, à la mise en route de toute une chaîne d'économie circulaire, de recyclage, etc., et du réemploi de matériaux locaux. Mais en écoutant Annabelle, j'ai réalisé qu'en voyant l'index et en voyant la prééminence d'un certain nombre de villes d'importance secondaire, qui sont souvent des villes d'anciennes villes industrielles, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a aussi un bénéfice économique, voire une chance pour ces villes qui, pour l'instant, sont un peu les perdantes de la mondialisation, de la logistique, et finalement d'échanges qui sont devenus globaux, mais qui contournent un peu, je ne sais plus, on a évoqué Cholet ou Saint-Étienne. Donc et en plus, est-ce que le fait il y ait un patrimoine souvent artisanal ou industriel, est-ce que c'est une réalité?
Est-ce que ce patrimoine peut être mobilisé dans ces villes? Et enfin, est-ce que leur foncier disponible n'est pas là encore une chance pour faire de ces villes-là un peu l'avant-garde de la ville productive? Ou est-ce que c'est un fantasme? Il n'y a pas de fantasme. Mais non, mais ce qui est intéressant sur le côté développement économique, c'est, on disait tout à l'heure que le foncier est hyper contraint et qu'aujourd'hui, c'est plus rentable de faire du bureau ou du logement. Mais le problème, c'est qu'on ne prend pas en compte les questions dont on parlait tout à l'heure de en quoi aujourd'hui il est nécessaire de relocaliser la fabrication, en quoi ça a un impact même sur la vitalité économique des territoires, parce qu'on sait que nos territoires, ils ont perdu en diversité, vraiment en diversité économique, et ça, c'est un facteur de fragilité. Et si demain on pouvait intégrer dans les programmes immobiliers une espèce de business case en disant je rajoute de la fabrication et du coup sur 20 ans je sais que ça renforce la vitalité économique locale et ça va créer je sais pas 300 emplois de plus en local, ce serait une autre façon de faire les programmes immobiliers que d'avoir une approche purement de rentabilité de l'espace à un temps donné. Enfin je digresse un peu mais du coup c'est une réaction en se disant peut-être que demain, quand on montera des programmes, on aura aussi une approche, c'est quoi l'impact économique local de ce projet? Et peut-être qu'on pourra redonner une autre valeur au foncier aujourd'hui logistique ou industriel qui aujourd'hui est vu comme plutôt quelque chose qu'on veut mettre le plus loin possible et qu'on ne veut pas intégrer au projet noble et rentable. Ça, c'est le premier point. Et en effet, du coup, les villes comme Cholet, Bourg-en-Bresse, qu'on gardait. Alors, il faudrait regarder historiquement pourquoi chaque ville elle a gardé ce tissu-là. C'est plus un boulot de sociologue et d'historien, mais c'est hyper intéressant. On sait qu'il y a aussi localement une culture très variée. Typiquement, Cholet, c'est un tissu de TPE, de PME, d'entrepreneurs, de gros acteurs industriels, typiquement agroalimentaires, automobiles. Enfin, il y a une diversité même de profils d'entreprises. Et c'est un territoire qui a une vraie vitalité économique, qui est animé aussi de ce point de vue-là. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est certainement des territoires oui, qui peuvent être le laboratoire de demain. Après, toute la réflexion sur la revitalisation des centres-villes, on va aussi arriver sur ces questions de diversité économique dans nos centres-villes qui sont en train de mourir de toute façon. Et on sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre que du commerce et du bureau dans les villes moyennes parce qu'il n'y a plus de sens et il n'y a plus de vie. Donc je pense que tous les centres, j'imagine que toute la dynamique revitalisation des centres-villes va aussi tester de nouvelles choses pour redonner de la place à la fabrication / à l'artisanat, parce qu'on a vu que tout ne peut pas être relocalisé aujourd'hui, et tester de nouvelles choses. Et j'espère que tous les centres-villes demain seront des laboratoires de ça, et pas que les quelques villes bien placées. Peut-être pour finir, Sébastien peut réagir là-dessus. Ouais. Ça appelle juste une réflexion, le caractère très local. Effectivement, je pense qu'il y a des aspects à regarder. Il y a aussi dans le volet risque, et je suis désolé de revenir sur ce sujet, mais bon, voilà, c'est mon gagne-pain. C'est la spécificité locale au regard de nouveaux risques qui sont liés au changement climatique, notamment, c'est ce qu'on appelle les risques NATEC. C'est-à-dire, vous connaissez tous un risque NATEC très clair, c'est Fukushima. C'est-à-dire, j'ai un séisme qui provoque un tsunami et qui va avoir une incidence forte sur une installation, sur des installations industrielles. On a retenu Fukushima, force. On sait tous pourquoi. Mais il y a aussi cet enjeu-là qui est regardé de manière très très forte, puisque redévelopper au sein des villes de la production, c'est aussi devoir tenir compte des spécificités locales. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on est au bord de la mer, ça c'est évident. Mais de la même façon, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on est dans une zone qui va devenir très sèche, très aride, parce que ça pose un certain nombre, je ne sais pas aux architectes que je vais expliquer ça, mais un problème de construction, de fondation, et ça peut créer vraiment des gros problèmes. Et donc il y a aussi cette dynamique-là qui est aussi importante et qui nécessite d'être regardée au-delà des aspects intérêts. Il y a aussi de s'assurer que quand on fait quelque chose, on le fait dans une certaine logique de durabilité, puisque c'est un petit peu la démarche globale. Merci. Donc je proposais juste de poser une dernière question à Amine avant de faire passer le micro, qui portait sur, au fond, Annabelle a un peu esquissé le sujet, c'est-à-dire que il y a pour une ville comme Paris, j'imagine que la promesse de réduire l'impact des activités productives a beaucoup de sens, l'impact carbone, pardon, a beaucoup de sens, et ça peut être justement un argument. Est-ce que, j'imagine que vous avez rencontré beaucoup d'autorités publiques, d'élus, etc. Comment est-ce qu'on les convainc de rejoindre ce mouvement de Fab City, et puis comment est-ce qu'eux-mêmes peuvent jouer, intervenir et aider finalement à la conversion, si on peut dire, ou au développement de ces activités-là dans leur vie? Alors,
Pour le coup, les convaincre, on a eu de la chance parce qu'ils étaient déjà convaincus. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le plan Cité des Makers de Jean-Louis Misica qui était porté avec Berthier Luit en février 2016. C'est vrai à Paris, mais à Cholet, par exemple. À Cholet, alors comment on les convainc? Toulouse, c'est pas difficile non plus. Ils sont un gros acteur en fait avec des Fab Labs et ils ont une grosse effectivement culture de l'industrie. Bon, je vais pas les citer, mais ils sont très connus là-dessus, notamment sur l'aéronautique. Et voilà. Donc par exemple pour Cholet, en fait, la question qui peut se poser, ou même en campagne, c'est qu'en fait le vecteur productif c'est pas que forcément, et alors là je vais employer ce que dit souvent Vincent, c'est que l'outil en fait numérique ou ces outils là c'est un outil de convivialité aussi, c'est-à-dire que ça recrée du lien. On parlait justement de la désertification des centres-villes, c'est que c'est aussi un outil pour avoir de l'activité visible aussi, parce que là, je vais citer des politiques productives. Alors, il y en a une très connue, c'est au niveau de Bruxelles, où j'arrive jamais à dire leur nom, mais c'est les architectes en fait de la ville, qui est Burgermeister, un truc comme ça. Mais bref, eux en fait ont développé une stratégie réglementaire type l'équivalent du PLU, où le rez-de-chaussée en fait était obligatoirement des activités segmentées pour éviter en fait des activités justement trop industrielles, et qui relocalisaient alors, ça partait du garage mais aussi à la menuiserie, etc., etc. Et du coup en fait lorsque les architectes et les promoteurs, enfin ces équipes-là en fait qui construisent la ville se positionnaient, ils anticipaient un foncier à bas coût pour pouvoir accueillir des activités en rez-de-chaussée. Ils savaient qu'ils allaient perdre là-dessus et qu'ils allaient faire l'argent effectivement sur le résidentiel au-dessus. Et après en fait avoir posé ces jalons-là, l'activité a permis en fait de valoriser le résidentiel, qui a finalement gagné en fait aussi en foncier. Et pour encore conclure là-dessus, effectivement, avec les promoteurs immobiliers dont j'ai cité certains noms, on travaille effectivement sur cette vision de péréquation économique sur les opérations, mais sur du long terme, parce qu'effectivement, c'est vecteur de création et d'exploration de nouveaux emplois possibles. Et c'est que en fait, en se disant il faut le faire, même si en fait eux ils prennent des risques, parce qu'ils disent effectivement moins de 100 € du mètre carré, ils perdent de l'argent dans Paris. Mais il y en a qui étaient capables de le faire pour rogner sur leur marge globale. Voilà. Donc un peu, d'ailleurs pour faire un petit tour avec l'une des choses aussi, par contre qu'on oublie aussi, c'est toutes les questions de nuisance aussi. Alors nous en fait on a un Fab Lab en pied d'immeuble résidentiel, c'est assez rare en fait, et en fait on a à négocier avec nos voisins le bruit tout simplement, et les déchets qu'on fait beaucoup. Et donc c'est aussi ce genre de choses-là qui sont... Pourquoi aussi ça a été écarté, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, dès qu'il y a un petit bruit, les gens ils disent c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Merci. Oui, j'ai envie peut-être de passer la parole, enfin à moins que... Voilà, Achille veut ajouter un point. J'avais peut-être une dernière chose à ajouter, c'était sur le fait que ces Fab Labs et autres tiers-lieux ont fait l'objet d'un rapport récent qui a pointé des statistiques qui, moi, m'ont interpellé, à savoir que, par exemple, un tiers des usagers, 36% des usagers des tiers-lieux en général, dans les coworking, les Fab Labs, les makerspace, sont des salariés en réalité. Et donc, il y a le principe que ces nouveaux lieux de travail peuvent être couplés et accompagnés des lieux de fabrication de production. Et quand on pense l'élan de l'auto-entreprise en parallèle du salariat, quand on pense cette capacité qu'un salarié qui a une activité pour une entreprise a comme envie, on en parlait de cet ouvrier tout à l'heure qui a un savoir-faire, d'ouvrir son activité complémentaire pour un revenu complémentaire en parallèle de son travail, il y aurait nécessité certainement de prévoir que ces lieux puissent être installés en marge des entreprises et qu'ils soient à la fois des lieux de travail qui sont contemporains, modernes, puisque 36% de ces utilisateurs les utilisent aujourd'hui, ces travailleurs l'utilisent pour être plus près de chez eux, pour avoir un cadre de travail plus dynamique, pour croiser des gens. Et je pense que là aussi, il y a un véritable moteur d'action pour que, au sein des opérations de lieux de travail,
en écartant le principe des bureaux en blanc, mais dans les nouvelles opérations de bureau, il y a certainement une pertinence particulière à associer la notion de Fab Lab et de fabrication, de lieu productif, à la notion de salariat, et pour que l'on puisse mieux mettre en couple ces notions de nouvelles manières de travailler, nouvelles manières de produire. Merci, oui, c'est un point important qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder là, mais sur lequel on va peut-être revenir dans les questions. On se demandait tout à l'heure qui étaient les ouvriers de la ville productive, donc c'est probablement effectivement les salariés en multi-activité. Merci à tous. Je voudrais voilà, donner à chacun la possibilité, s'il le souhaite, de poser une question à nos intervenants. Merci, bonsoir. Alors, j'avais une question un peu générale sur... bon, vous en avez parlé différemment, chacun, la question des types d'activités qui sont réellement malléables dans le tissu urbain et dans les différents tissus urbains denses qu'on peut connaître, puisque là, il me semble qu'on parle de ça, sachant que toutes les activités, tous les types d'activités ne sont pas forcément tous malléables dans ces tissus. En fait, ma question, c'est qu'est-ce que c'est finalement la micro-industrie par rapport à ce qu'on appelle l'industrie traditionnelle et comment elle peut se fondre dans la ville. Donc, je ne parle pas des secteurs d'activité, mais vraiment des types d'activités. Les bureaux sont en centre-ville parce qu'on peut construire haut des tours et qu'en termes de matériel, on a à peu près uniquement besoin d'ordinateurs, d'écrans, de bureaux, de salles de réunion, de choses comme ça. Donc un siège s'installe bien en ville, mais une chaîne d'assemblage automobile a besoin d'espace linéaire pour se développer. Ça va être difficile de la relocaliser en centre-ville. Enfin, voilà. Donc, quand vous parlez de micro-industrie et de relocalisation, de quel genre d'activité on parle? Est-ce que c'est du coup du prototypage? Est-ce que c'est plus que ça? J'ai un petit peu du mal à me resituer du coup dans cet environnement-là. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire. Si, oui, très. Okay. Y a plusieurs choses en fait. Alors, typiquement, effectivement, c'est de la micro-série, ça va être de la micro-usine. Effectivement, si on réfléchit à tout ce qui est industrie, effectivement, chaîne de montage. Donc là, vous avez évoqué l'automobile, mais il y a la même chose, par exemple, pour la confection type La Paire ou Saint-Gobain, ce genre de choses-là, qui ont des chaînes de production énormes. En fait, si jamais on devait prendre en fait ces industries, les mettre en ville, ce serait impossible. Ça serait impossible. Par contre, en fait, on parle de petites séries, on parle de choses qui sont plus justement de l'aménagement personnalisé, où en fait aussi l'usager peut venir s'impliquer. On parle aussi, ce que je mentionnais justement, de réseaux distribués, en fait de tiers-lieux ou de Fab Lab, mais de micro-usines aussi, sur lesquelles on peut utiliser les différents comment on appelle ça, outils numériques, par exemple. Quoi. Mais si par exemple, on prend l'idée par exemple, de la micro-brasserie dont on parlait, il est possible, et il y en a qui sont dans Paris. Voilà, quand on commence à réfléchir en fait plutôt sur des choses qui sont plus spécifiques, qui sont plus justement avec à plus forte qualité, plus forte valeur ajoutée, excusez-moi, et ben tout de suite on peut repenser à des choses beaucoup plus agiles en fait. Et donc l'exemple de la microbrasserie en fait c'est pour moi le plus simple. C'est effectivement on peut avoir la grosse brasserie Heineken et compagnie, etc., qui ne pourra pas être en ville. Par contre, on peut avoir des artisans de la bière qui peuvent être dans Paris. Et en fait, c'est ce genre d'activités qui sont en train de se redévelopper, notamment parce qu'en fait, il y a aussi un foncier donc on parlait des sous-sols, mais effectivement, il y en aura de plus en plus la question des parkings, c'est-à-dire qu'on parlait effectivement, les bureaux sont dessus, mais qu'est-ce qu'on fait des parkings? Ça va être un gros enjeu aussi au niveau de la production, parce qu'en termes du code de travail, alors je ne parle pas des risques, je ne suis pas là encore. Je sais qu'il y a beaucoup de questions de normes là-dessus qu'il faudra travailler, qu'il faudra effectivement... mais il y a un vrai potentiel de transformation là-dessus aussi. Est-ce que ça répond un peu? Peut-être parce que c'est drôle de se prêter au jeu d'illustrer, et c'est vrai, mais pensons à, par exemple, une société qui fabrique des livres à la demande. Parce qu'en fait, pour minimiser les stocks en ville, on produit les livres à la demande, en petites séries, avec une impression, une imprimante, et c'est ce type d'activité qui ont toute leur place. Les cuisines centrales
On a des cuisines centrales pour nourrir les écoles dans Paris. Ce sont des lieux de fabrication industriels avec des codes normés sanitaires. Ils sont présents. On a je parlais de la boulangerie industrielle, mais les traiteurs. Les traiteurs cherchent de la place pour s'installer à proximité parce qu'ils ont eux aussi une nécessité d'être proches de la ville, ni trop loin pour pas avoir des rotations terribles, ni trop près pour pas payer un coût important. Mais c'est quand on invente des immobiliers avec la capacité d'avoir des loyers maîtrisés, on ouvre le champ à énormément d'activités qui ont besoin d'être présentes. Je ne sais pas si on peut... Il y a énormément de filières, les filières recyclage. En fait, tout ce qui consiste à fabriquer des collectes et tous les flux qui traversent la ville ont une pertinence à être décentralisés sous des formes de petites entités réparties pour la collecte des encombrants, pour les filières déchets, et même, j'irais un peu soulever une problématique comme ça, la lancer en l'air, mais il y a 2 exploitants... si on parle des déchets, juste, il y a par exemple tous les déchets, 100% des déchets intramuros sont incinérés pour fabriquer de l'énergie. Donc il y a ces grandes usines, les CPCU, avec des pollutions d'ailleurs, qui sont maîtrisées, en tout cas c'est le principe, et alors qu'on les a localisées toujours là. On a les centres, après en Ile-de-France, il y a 2 décharges principales qui traitent les déchets de l'Île-de-France, une au nord, une au sud, et quotidiennement, elles sont exploitées à 100% quasiment de leur capacité. Et quotidiennement, on va amener avec des flottes de camions des tonnes et des tonnes de matériaux lourds, les déchets, pour être incinérés dans ces décharges. Incinérés. Et il y a des centres de tri qui sont présents localement dans l'agglomération qui fonctionnent qu'à 30% de leur capacité, là où l'incinérateur et les décharges fonctionnent à quasi 100% de leur capacité. Pour des certainement très mauvaises raisons, et eux auraient la capacité d'être des entités décentralisées présentes dans la ville. Un centre de tri n'est pas vraiment a priori un ICPE, il y a des risques d'incendie, mais accidentels, et on les maîtrise. Et il y a peut-être, en termes d'industrie productive dans la ville, savez-vous qu'il y a 36 postes transformateurs de très haute capacité qui nourrissent Paris, qui sont des immeubles de 6000 m² x 36, peut-être derrière votre mur, chez vous, de l'autre côté du mur. Il y a 10 centrales qui produisent du froid. Il y en a une sous la Philharmonie de Paris, qui fait une capacité d'alimenter un réseau de froid d'eau glacée pour la climatisation. Il y en a une sous la Seine, à côté du Grand Palais. Il y en a partout. C'est des usines colossales qui sont un réseau productif dans Paris. Il y a aussi ces réservoirs d'eau qui sont Montsouris, on sait, des grandes terrasses végétalisées qui sont des usines d'eau dans la ville. Et donc il n'y a pas que les sujets de micro-activité, mais bien entendu, il y a aussi les sujets de métabolisme urbain à proprement parler. Ouais. Un peu tout. Merci. Je voulais juste rajouter une chose concernant la question que tu posais sur les villes qui s'y intéressent aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elles souhaitent intégrer cette stratégie-là? Alors je pense qu'il y a évidemment un enjeu politique fort, parce que c'est potentiellement un vrai sujet économique pour ces villes-là. C'est un sujet qui vient répondre à des questions sociétales. Est-ce que la ville est un gisement et pas uniquement une machine à faire des poubelles? Aujourd'hui, les grandes entreprises sont obligées de penser recyclage. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ça? Je prends plusieurs exemples. Alors, il y a Brest, il y a Nancy, il y a plusieurs villes qui aujourd'hui réfléchissent à cette notion de reproduire localement, et pas forcément en micro-usine, mais en effet un ensemble d'éléments. Je vais parler de Lyon. Lyon, dans le cadre du TIGA, Territoire d'innovation à grande ambition, a, elle, lancé la proposition de reconnecter l'industrie au territoire à ses habitants, avec un volet qui est sur la question de la ville productive, la ville fabricante, pas productive mais fabricante, avec comme enjeu, et ça va essayer de répondre à la question de la personne, quelle typologie en fait d'activité. C'est pas forcément pour faire du prototypage, parce que ça existe déjà, c'est pour répondre à cette possibilité-là de produire de façon très agile des unités de 100 ou 2000 rapidement. Donc SEB travaille là-dessus, le SEB Lab travaille sur ces questions-là. L'une des visions souvent, ou en tout cas des objets qui est projeté, c'est l'esprit Shenzai.
Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive à très rapidement, de façon très très agile, à produire avec un ensemble d'acteurs sur un territoire à cette unité-là. Donc c'est pas pour, soit c'est pour tester un modèle, soit c'est pour réellement produire 100 ou 1000 unités à des coûts qui soient des coûts acceptables. Donc cette notion d'agilité, elle est fondamentale pour répondre à nos questions, qui sont produire localement. Pourquoi? C'est pour répondre. Souvent, c'est aussi produire, mais c'est vendre en même temps. Ce que j'avais apprécié sur l'exemple d'Enthusiastas, mais il y en a plein d'autres, c'est qu'on fabrique pour pouvoir vendre. Et donc, on évite le maximum les stocks, aussi bien en entrée qu'en sortie. Et je reviens sur la question de la collectivité. Aujourd'hui, les questions que se pose la ville, en effet, il y a des enjeux politiques, des enjeux écologiques, économiques. Est-ce qu'on peut faire revenir de l'emploi dans les villes? Donc, ces questions qui sont posées sur ça. Et il y a aussi la possibilité, on voit bien que c'est aussi prétexte à venir embrasser un ensemble de problématiques transversales pour des collectivités. Produire, c'est évidemment beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ce que je voulais répondre. Il y a cette échelle-là, qui est cet entre-deux, qui est très compliqué à mettre en place. Je parlais de Seb Lab parce que je sais qu'il travaille sur ces questions-là. C'est comment on peut produire 100 ou 1000. Nous, on sait produire 50 000 ou 100 000, pas moins. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Juste un petit commentaire supplémentaire. Il n'y a pas aussi seulement la notion de production par une industrie, etc. Il y a aussi un phénomène qui s'observe de plus en plus, qui est la volonté de chacun d'être autosuffisant, notamment avec les problématiques énergétiques. On installe des panneaux solaires, on installe pourquoi pas des éoliennes. Bon, à Paris, j'en ai pas vu beaucoup, mais pourquoi pas. Tout ça est aussi générateur potentiellement de gains et d'indépendance pour la ville et aussi pour l'individu. Donc il y a aussi ce volet-là qui est un volet relativement important, puisque chacun va avoir aussi tendance, dans cette logique collective, à revenir aussi sur des comportements qui peuvent être parfois autocentrés, mais dans le bon sens là du terme. Merci. Merci pour vos présentations et pour la discussion qui sont très très intéressantes. Moi j'ai une question peut-être assez simple. Qu'est-ce qui aujourd'hui concrètement existe dans le droit de l'urbanisme, de la propriété pour en quelque sorte sanctuariser des lieux à faible valeur d'usage par rapport à du logement comme des espaces logistiques et qu'est-ce qui est-ce que des acteurs comme l'établissement public foncier d'Île-de-France, par exemple, auraient un rôle à jouer là-dedans, est-ce qu'il y aurait un travail de sensibilisation à faire de ce type d'acteurs? Et ma dernière question, je crois que je l'ai perdue, mais voilà, oui, ce serait déjà pas mal. Le rôle de l'administration du foncier, donc par les acteurs territoriaux. Moi, j'ai une idée, donc je réponds, si vous le permettez. C'est que, effectivement, en fait, il y a un héritage qu'on a, c'est les PLU, qui sont en fait l'héritage d'un temps ancien où on a, lors de la modernité, séparé les fonctions pour mieux les maîtriser. Et on a opéré un zoning qui a relégué les activités à des espaces et qui, c'est regrettable quand on parle aujourd'hui des enjeux sur la mixité et tout ça, mais paradoxalement, ce sont ces zones sanctuarisées par le PLU qui sont aujourd'hui les derniers remparts à la prédation des autres produits rentables et non pas à faible valeur d'usage. Ils sont plus rentables parce qu'ils sont en fait moins nécessaires a priori. On construit des bureaux en blanc, il n'y a pas besoin. On n'en construit pas d'immeubles d'activité, il y en a besoin. On construit des logements, il y en a besoin, d'accord, mais on construit moins des emplois alors qu'il y en aurait besoin. Donc ça c'est pour la petite histoire. Mais les mécanismes qui permettent de préserver les activités en ville sont à inventer en réalité. Aujourd'hui il y a plusieurs choses. Les PLU donc, sont le garde-fou. Et donc dans ces espaces qui sont maintenus dans une pression foncière inférieure puisqu'on ne peut pas faire des produits rentables, donc les activités pérennisent, demeure et souvent parce que même si on ne peut pas faire autre chose que de l'activité, il y a quand même par l'effet de valorisation foncière avec l'arrivée des transports en commun notamment, il y a des capacités de valoriser le foncier malgré tout. Et notamment les produits hybrides deviennent une solution pour ces entreprises qui au bénéfice d'antériorité parce qu'elles sont installées avant l'arrivée des transports en commun, se sont installés dans le modèle traditionnel paternaliste de l'entreprise avec un dirigeant qui achète
son terrain et son usine pour sa petite retraite et qui fait payer par son entreprise un loyer à sa propre solde. C'est un montage classique, je ne dénigre pas, c'est pas la question, mais c'est un modèle traditionnel. Et donc ces entreprises PME, TPE parfois, sont propriétaires souvent en montage SCI de leur foncier et aujourd'hui sont des entreprises qui parfois ont les capacités d'action parce qu'au bout d'une trentaine d'années, la Seine-Saint-Denis, 30 ans de vie, aujourd'hui on a acheté une usine hier, on la détient encore aujourd'hui, il y a des choses à faire. Et donc ces acteurs, les opérateurs industriels, sensibles à l'utilité de leur métier, sont des cibles préférentielles pour fabriquer de l'autopromotion, d'après nous, et créer un effet de levier pour densifier leurs exploitations, affronter les questions de superposition, de cohabitation, avec les risques que ça comporte, mais c'est des sujets ambitieux. Il y a aussi pour nous des modèles d'investissement de grandes entités capables d'assumer des rentabilités à plus long terme et à faible taux de rendement. Des organismes publics, partenaires de l'EPFIF ou alors indépendants, la Caisse des dépôts, qui peut être capable de créer des objets qui ont peut-être aussi des dimensions qui permettent de créer des seuils critiques. C'est-à-dire peut-être que demain, l'immobilier productif, la vie productive, ce sera de reconstruire, de rebâtir ces grandes cathédrales industrielles qu'on avait fait pour l'automobile en centre-ville de Paris, qu'on utilise aujourd'hui, la halle Fraissinet, qui est devenue la station F, et qu'on pourrait reproduire parce qu'en produisant grand, en s'endettant gros sur long, avec des partenaires costauds, on peut certainement réussir à affronter ces défauts de rentabilité immédiate, car il faut peut-être un peu aussi dénoncer le fait que l'immobilier est construit sur une valeur de rentabilité immédiate, ce qui peut-être représente un défaut. Donc on travaille sur la péréquation économique, mais on produit 1000 m² quand on fait une opération rondelette au niveau des logements, on produit que 1000 m² de surface en loyer maîtrisé, c'est trop peu, donc il faut inventer d'autres choses. Voilà. Merci Achille. Je vous avais une question. Alors, on va la faire courte si vous voulez bien. Il est 8h déjà et je vous proposerai donc de prendre cette dernière question et puis de continuer autour d'un verre. En fait, on a beaucoup parlé des villes moyennes, mais je voudrais savoir comment se pose la question pour vous, pour les territoires très peu denses, pour un peu la diagonale du vide et justement comment le problème se pose pour la partie est du territoire où votre indice justement était assez faible, où finalement il y a peu de débouchés parce que justement c'est peu dense, parce qu'il y a peut-être moins de compétences comme dans la ville, il y a peut-être moins d'émulation, même si ces territoires ont quand même des ressources, des réseaux d'acteurs locaux très forts. Donc comment en fait la question peut se poser pour ces territoires peu denses? On a déjà évoqué cette ville productive comme une chance pour les villes secondaires, des territoires en déshérence. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. C'est Annabelle. Alors, c'est pas que les territoires peu denses, parce que typiquement le Jura est très bon. Donc, il y a aussi le fait qu'il y a un tissu et culturellement, il y a une connaissance mutuelle des acteurs économiques, parce que aussi produire local, c'est faire se rencontrer les acteurs, c'est mutualiser l'outil de production, c'est faire que la phase finale de la production achète en local et pas à l'extérieur, parce qu'en gros, il faudrait faire le détail, mais des fois, l'indice il est bas, pas parce qu'il n'y a rien qui est produit sur le territoire, c'est que tout sort et qu'après on réimporte. Donc en vrai, on n'avait pas le temps là de montrer, mais il faudrait qu'on regarde, on pourrait être en capacité d'être au-delà de 3% si on mobilisait plus ce qui est produit en local, mais qui va sortir pour être retransformé et revenir. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire que le premier quart nord-est, il n'y a pas aucune usine dans le nord-est, c'est juste que comme c'est une approche très attract, on attire et on fait ressortir, c'est trash in, trash out, ou je sais plus, non, product in, trash out, enfin il y a une approche le saut percé. Déjà on pourrait remailler, faire se connaître les acteurs et renforcer juste en utilisant mieux la capacité industrielle actuelle pour recréer localement de la production, mais en local de l'usine à la maison du consommateur. Donc il y a ça.
Et après, c'est intéressant en termes de revitalisation industrielle, parce qu'il y a énormément de foncier industriel sur ces territoires. Il y a encore quand même de l'emploi et des compétences. Et typiquement, les Hauts-de-France, ils sont posé le défi sur la 3e révolution industrielle. Il y a plein de trucs qui sortent, Roubaix aussi. Ces territoires-là ne sont pas en train d'attendre et de mourir. Donc il y a plein de choses à suivre, Dunkerque aussi, Nancy, il se passe plein de choses. Et c'est des nouveaux modèles. Alors, c'est pas forcément intégré tout de suite dans les master plans de ces villes, mais ça commence à rentrer chez les développeurs économiques. Et il y a plein de projets hyper enthousiasmants qui sortent sur ces territoires-là. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais il n'y a pas de fatalité en fait. Il y a plein d'opportunités en termes de foncier et de savoir-faire là-bas. Et c'est aussi peut-être le sens de se constituer en réseau de villes, comme le suggérait notamment Mine. On boucle. Oui. Juste un point complémentaire, notamment au niveau des campagnes, il y a aussi des filières qui se mettent en place de manière assez importante. Et juste pour citer un exemple, c'est tout ce qui tourne autour de la méthanisation en fait. C'est-à-dire à proximité des élevages, on va réutiliser pour produire du gaz qui peut être lui à son tour réutilisé comme source d'énergie. Donc on peut, même dans les territoires qui sont a priori pas très urbanisés ou très développés en termes d'industrie, avoir des démarches qui sont comme ça proactives et plutôt positives. Merci Sébastien, merci à tous. Je vous propose d'applaudir donc les intervenants d'aujourd'hui. Et je vous invite, pour ceux qui peuvent rester un peu avec nous, à partager un verre et puis peut-être à continuer ces échanges. On n'a pas beaucoup parlé des réseaux énergétiques, des conséquences sur la structuration, etc. Mais il y a plein de choses, encore une fois, qu'on pourrait continuer de se dire, mais qui seront partiellement abordées dans les prochains événements. Donc, comme je vous l'ai dit, nous organisons régulièrement de ces rencontres. Le 12 novembre, on parlera non plus de la ville fabricante ou productive stricte, mais de la ville nourricière et donc d'agriculture urbaine ici même. On parlera le 21 novembre du corollaire finalement du modèle producteur-consommateur d'énergie et donc des smart grids. Et on parlera de construire la ville zéro carbone début décembre, le 4 décembre. Donc vous y serez bien évidemment les bienvenus. Merci encore.